L'histoire commence près d'un lac paisible, où une jeune femme nommée Rin est en train de pêcher. Rin travaillait autrefois comme aide-soignante, mais elle s'est ensuite mise à l'acupuncture pour son travail. Un jour, elle fut invoquée dans un autre monde lors d'un rituel d'invocation de sainte. Cette jeune fille pleine d'énergie adore le grand air, alors elle explore désormais toute la faune, les paysages et la nourriture que ce nouveau monde a à offrir. Alors qu'elle pêche, quelque chose mord à l'hameçon, et elle commence à remonter sa prise avec enthousiasme. À sa grande surprise, le poisson est en réalité un immense homme au nid. Rin est choquée par son apparence pendant un instant, puis elle célèbre sa prise. Cependant, elle se demande si elle pourra survivre dans ce monde fantastique avec toutes les choses étranges qui s'y passent. Pour le moment, elle sèche l'homme trempé et l'allonge dans sa tente pour qu'il puisse se reposer. Elle commence ensuite à faire griller des truites qu'elle a pêchées dans le lac. Alors que l'arôme de cette délicieuse nourriture se répand dans l'air, le jeune homme dans la tente en perçoit l'odeur. Il se réveille instantanément, son corps réclamant désespérément de la nourriture. Pendant ce temps, Rin savoure son poisson comme s'il s'agissait de la chose la plus délicieuse au monde. Comme la truite qu'elle a attrapée est une créature magique, sa chair possède une saveur sucrée que la plupart des poissons ordinaires et des épices ne peuvent égaler. Après avoir complimenté sa propre cuisine, Rin dévore une brochette entière avant de réaliser que le garçon se tient juste derrière elle. Le pauvre garçon est trop timide pour demander de la nourriture à une inconnue, alors Rin lui en propose d'elle-même. Il accepte volontiers et commence à manger, mais un morceau de nourriture se coince dans sa gorge. Heureusement, Rin lui donne une tasse de thé d'orge pour l'aider à faire passer le morceau. Bien que l'homme le boive rapidement pour déloger la nourriture, il tombe amoureux du goût rafraîchissant du thé. L'orge efface l'huile et la saveur du poisson, laissant ses papilles fraîches et prêtes pour une nouvelle bouchée. Rin hoche la tête, appréciant qu'il reconnaisse la qualité de ses choix culinaires. Elle lui demande s'il est prêt à essayer une autre fournée de poisson, alors il acquiesce et recommence à manger. Rin remarque que son grill est maintenant vide, alors elle y place un autre morceau de poisson à cuire. Une fois qu'ils ont tous les deux fini de manger, le jeune homme remercie Rin pour son aide et se présente sous le nom de Vil. Il explique qu'il est un aventurier originaire de la ville d'El Raj. Rin se demande comment Vil s'est retrouvé dans la rivière, alors il lui explique qu'il s'est blessé lors d'une quête en solo. Il y a peu de temps, il se baignait près d'une rivière lorsque des monstres ont volé toutes ses affaires. Même si Vil a réussi à récupérer son équipement, le monstre avait déjà mangé sa nourriture d'urgence. Furieux, il a essayé de grimper à un arbre pour attraper des fruits. Malheureusement, il a perdu l'équilibre et est tombé dans une rivière avant d'être emporté jusqu'au lac. Surprise par son manque de prudence, Rin se demande comment il a survécu dans l'eau. Vil révèle que son espèce est celle des dragouls, réputés pour leur robustesse. Malheureusement, les dragouls ne peuvent pas vivre le ventre vide, alors ils prennent parfois des décisions stupides pour obtenir de la nourriture. Rin rit de sa plaisanterie, mais Vil se demande pourquoi elle se montre si insouciante avec lui. Il lui rappelle qu'elle fait confiance à un homme totalement inconnu au milieu de nulle part. Vil pense qu'elle est beaucoup trop imprudente et Rin reconnaît qu'il a raison de s'inquiéter. Cependant, elle explique qu'elle possède une compétence qui l'aide à détecter si une personne est digne de confiance. De plus, elle pense qu'il est généralement une bonne personne. Vil est surpris qu'elle ait tiré cette conclusion alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Rin révèle qu'elle a eu une première interaction avec lui lorsqu'elle l'a sorti du lac. Alors qu'elle le traînait jusqu'à sa tente, il s'est réveillé quelques secondes et a remarqué que ses vêtements étaient mouillés et sales. Pour l'aider, il a lancé un sort qu'il a rapidement séché avant de s'évanouir à nouveau. Après avoir constaté son attention envers elle, Rin a décidé qu'il était une bonne personne. Vil est choqué qu'elle ait commencé à lui faire confiance si facilement, mais Rin ignore cela et lui demande comment il peut utiliser la magie. Gêné par son regard enthousiaste, il fait comme s'il était normal que les gens de son monde connaissent de petits sorts de magie. En entendant cela, Rin révèle qu'elle vient d'un autre monde, alors elle s'intéresse énormément à tous les sorts magiques. Vil ne comprend pas comment elle a pu arriver ici depuis un autre monde, alors elle lui parle de l'invocation de la sainte. Vil se souvient d'une vieille légende. Son grand-père lui avait autrefois raconté que la sainte était une héroïne légendaire invoquée depuis un autre monde, destinée à vaincre tous les monstres et à apporter la paix dans leur monde. Bien sûr, tous les deux pensent qu'il ne s'agit que d'un grand mythe. En réalité, Rin vaquait simplement à ses occupations sur Terre lorsqu'un trou mystérieux est apparu sous ses pieds. Lorsqu'elle est tombée dans ce trou, elle s'est retrouvée dans un palais royal de ce nouveau monde où des mages l'avaient invoquée. En plus de Rin, une autre lycéenne avait été invoquée depuis la Terre. Un homme qui ressemblait à un prince est immédiatement tombé sous le charme de la beauté de l'autre fille et l'a proclamée sainte légendaire. Puis, il a crié sur Rin en disant que sa compétence était inutile et un mage impérial a utilisé un sort pour la téléporter jusqu'à ce lac. Après avoir été téléporté
Réconfortée, Rin a utilisé les nouvelles compétences qu'elle avait obtenues en arrivant dans ce monde pour pêcher et survivre jusqu'à ce qu'elle rencontre Vil. Vil se sent en colère que le prince l'ait froidement abandonné dans la nature après l'avoir invoqué de force depuis un autre monde. Rin ne s'en soucie pas tant que ça, alors Vil observe son équipement. Il admet que son matériel de camping sophistiqué a clairement l'air de venir d'un autre monde, ce qui plaît à Rin. Vil se demande ensuite si elle va bien après avoir été arrachée à sa terre natale et à sa famille. Rin sourit, heureuse de voir qu'il se soucie d'elle, même si elle serait normalement très inquiète dans un environnement inconnu, elle a obtenu une nouvelle compétence appelée survie en arrivant dans ce monde. Cette compétence lui permet de s'adapter à n'importe quel environnement et l'aide à rester calme physiquement et mentalement. De plus, la compétence de survie lui permet de détecter le danger, alors Rin se sent plutôt détendue dans cet environnement inconnu. En entendant cela, Vil est choqué car sa capacité est une véritable bénédiction pour les aventuriers. Il se demande pourquoi le prince l'a jugé inutile, alors Rin pense qu'il attendait probablement quelque chose de plus spectaculaire de la part de la sainte légendaire. Elle ajoute ensuite qu'elle possède une compétence encore plus choquante. Avant que Rin puisse la montrer, l'estomac de Vil gronde de faim, alors il lui demande de lui donner encore un peu de nourriture. Vil est surpris qu'elle sache cuisiner, mais Rin affirme qu'elle n'est qu'une cuisinière amateur. Puis elle se demande si elle devrait lui révéler toute sa cuisine. Comme Vil s'est montrée digne de confiance jusqu'à présent, elle décide de la lui montrer. Après avoir levé la main, elle récite une commande, ce qui fait apparaître une camionnette entière sortie de nulle part. Rin explique que sa compétence spéciale garde la camionnette cachée, à moins qu'elle ne décide de la montrer à quelqu'un en qui elle a confiance. Rin entre alors par la porte de la camionnette qui contient un étrange portail dimensionnel. Vil la suit à travers le portail et reste sans voix en découvrant un véritable espace de vie à l'intérieur. Incapable de comprendre cette vision insensée, il sort rapidement de la camionnette pensant qu'il s'agit d'une sorte de magie noire. Il y entre de nouveau mais se sent tout aussi choqué qu'auparavant. Rin lui explique que la camionnette utilise une technique de magie spatiale, lui donnant un espace de stockage infini pour tout ce qu'elle veut. Elle lui montre également un réfrigérateur rempli de nourriture, expliquant qu'il se réapprovisionne magiquement chaque fois qu'elle prend quelque chose. Vil se demande comment la camionnette peut produire une quantité infinie de nourriture, alors Rin explique qu'elle convertit le mana environnant en ressources utilisables. Elle lui explique qu'en plus du réfrigérateur, son évier peut également produire une quantité infinie d'eau grâce au mana et que ses toilettes éliminent facilement tous les déchets en les transformant elles aussi en mana. En entendant parler de ses capacités absurdes, Vil souligne que son camion est une forteresse beaucoup trop puissante. Puisque leur monde est rempli d'une quantité pratiquement infinie de mana, le camion de Rin peut littéralement subvenir aux besoins d'une famille entière grâce à des réserves et un espace de stockage infini. Elle sourit en disant qu'elle n'a pas encore prévu de conquérir le monde. Vil se demande comment la famille royale a pu ignorer son sort surpuissant. Rin lui dit que la camionnette ne peut être utilisée qu'en extérieur, donc ils ne l'ont probablement pas détecté. Puis elle se lève pour préparer le dîner. Vil ne sait pas cuisiner, alors il part explorer les environs afin de repérer d'éventuels monstres. Plus tard, Vil revient de sa patrouille avec de la viande provenant d'un monstre almirage. Rin se souvient en avoir déjà vu un et se montre surprise d'apprendre que sa viande est comestible. Elle le remercie pour son aide et Vil lui sourit en retour. Même si Rin est instantanément troublée par son charme, elle se ressaisit rapidement et sert le dîner. Comme elle a préparé une table entière de recettes complexes venues de la Terre, Vil a l'impression qu'on lui offre un festin gastronomique. Il se demande s'il est vraiment acceptable de manger gratuitement une nourriture aussi luxueuse, alors Rin l'encourage à se servir. Ils s'assoient tous les deux et commencent à manger, Rin débutant avec un risotto. Elle savoure ce plat de riz préparé avec de la truite au lait, puis passe aux autres plats au fait avec la viande d'almirage. Pendant ce temps, Vil commence à trembler après n'avoir pris qu'une seule bouchée. Rin se demande s'il n'aime pas la nourriture, mais Vil est simplement trop choqué pour assimiler l'incroyable saveur des plats. Une fois remis de ses émotions, il dévore toute la nourriture et demande à Rin s'il peut en reprendre. Après le dîner, Vil demande à Rin si elle était chef dans son monde précédent. Elle lui rappelle qu'elle n'était qu'une cuisinière amateur. Cependant, il pense qu'elle devrait être fière d'elle. Dans son monde, les gens mangent des plats plus simples, alors la plupart d'entre eux seraient incapables de préparer les incroyables recettes qu'elle réalise avec autant de facilité. Il demande à Rin ce qu'elle compte faire après être sortie de cette nature sauvage, et elle admet qu'elle n'en a aucune idée pour le moment. Grâce à ses compétences de survie, elle ne voit pas d'inconvénient à rester dehors le temps de trouver un plan. Vil lui rappelle qu'elle
qu'elle ne peut entrer dans aucune ville sans pièce d'identité. Ces paroles la ramènent à la réalité et elle réalise qu'elle ne peut pas errer sans but pour toujours. Vil lui demande si elle veut rejoindre son groupe. Il explique que tous les membres de son groupe sont de très mauvais cuisiniers, alors ils dépriment chaque fois qu'ils doivent manger en plein air. Avec une chef attitrée à leur côté, il pense que tout son groupe recevrait un énorme regain de morale et de performance. Après lui avoir fait cette proposition, Vil part et Rin va dormir dans sa camionnette. Elle pense à ses paroles et à la manière si intense dont il les a prononcées et son cœur de jeune fille commence à battre plus vite. Vil l'a également rassurée en lui disant que son groupe compte aussi bien des hommes que des femmes, donc elle n'aurait pas à s'inquiéter d'être harcelée. Sachant qu'elle n'a nulle part où aller, Rin décide d'accepter son offre le lendemain. Vil la remercie pour sa confiance et lui suggère de retourner dans sa ville natale. Cependant, Rin lui demande un peu de temps pour récolter des herbes dans la nature. Elle explique que les forêts voisines contiennent du persil précieux, alors Vil accepte de l'aider à en cueillir. En chemin, elle lui demande à quoi ressemble son groupe. Vil explique que son groupe s'appelle Smorgasbord et qu'ils ont un spécialiste en magie et en alchimie nommé Ed. En plus de lui, ils ont Arya, une arachne capable de manipuler des toiles d'araignée. Enfin, leur dernier membre est un prêtre elfe appelé Xénon. En entendant tous ces noms et toutes ces races, Rin imagine une version idéale et fantastique de ces personnes. Au milieu de son excitation, elle détecte des baies juteuses à proximité grâce à sa compétence de survie. Elle se précipite pour les cueillir, mais une nuée de corbeaux s'envole soudainement de l'arbre à baies. Sa garde baissée, Rin ne réalise pas à temps que ces corbeaux sont des monstres dangereux. Alors que les oiseaux foncent maintenant vers elle, elle est incapable de réagir à temps. Heureusement, Vil la protège et vainc les corbeaux d'un seul coup d'épée. Rin est trop stupéfaite pour réagir au début, mais elle remercie rapidement Vil et s'excuse de lui avoir causé des ennuis par imprudence. Il sourit et la rassure en lui disant que son groupe prendra bien soin d'elle à partir de maintenant. Alors que Rin lutte pour se remettre de son charisme éblouissant, Vil lui montre du butin laissé par les monstres vaincus. Il récupère le butin et les épices de Rin dans sa camionnette pour se rendre en ville. Vil est surpris que cette immense camionnette métallique puisse se déplacer aussi vite. Il souligne qu'à leur vitesse actuelle, ils peuvent atteindre sa ville natale en seulement 3 heures, bien plus rapidement que les carrosses les plus rapides de leur monde. Rin est également inquiète car sa camionnette possède une fonction de camouflage, ce qui signifie que les gens ne peuvent pas la détecter. Elle craint donc de renverser quelqu'un par accident. Vil explique qu'il existe un raccourci vers la ville à travers les montagnes. Rin emprunte ce raccourci car sa camionnette est conçue pour rouler en pleine nature. Soudain, elle s'arrête lorsque sa compétence de survie l'alerte de la présence d'un monstre devant eux. Devant eux, un énorme monstre appelé un ours de feu s'avance et pousse un rugissement puissant. Vil est surpris car l'ours de feu est un monstre dangereux qui ne se trouve généralement pas dans cette région. Soudain, une jeune femme capture l'ours avec des fils de soie, mais il se libère facilement. À proximité, un homme aux cheveux roux crie sur l'ours pour avoir blessé sa femme. En les observant tous les deux à distance, un homme elfe taquine l'homme en disant qu'il est beaucoup trop protecteur puisque l'ours n'a fait que briser les fils de soie de sa femme. Vil reconnaît ces 3 personnes comme étant Arya, Ed et Xénon. Rin se sent inquiète pour ses compagnons, mais Vil sort de la camionnette avec assurance. Prêt à lui montrer de quoi son groupe est capable, il intervient et force l'ours à reculer. Xénon sourit, ravi de l'arrivée soudaine de son coéquipier. Ed et Arya sourient eux aussi, heureux de le revoir. Malheureusement, ils n'ont pas le temps de célébrer leur retrouvailles car l'ours de feu, furieux, les fixe droit dans les yeux. Tandis que Vil rappelle à tout le monde de se préparer à l'attaque, Rin observe l'affrontement depuis la sécurité de son van, impatiente de voir comment se bat un véritable groupe d'aventuriers. L'ours passe le premier à l'action et lance plusieurs boules de feu en direction d'Ed. Celui-ci les bloque facilement avec un sort de mur de glace, puis commence à provoquer l'ours. Soudain, il se rend compte que l'une des attaques de l'ours a projeté un arbre gigantesque droit sur lui. Même si Ed n'a pas le temps de réagir, Arya brise l'arbre grâce à ses toiles d'araignée. Elle le réprimande pour avoir pris la grosse tête, mais Ed se contente de savourer l'attention que lui porte sa femme. En regardant le couple se battre, Xénon sait qu'Ed continuera à faire l'idiot pour gagner encore des points auprès d'Arya. Il demande donc à Vil de devenir sérieux et d'achever l'ours. Vil acquiesce et se précipite vers la créature, qu'il tranche en deux d'un seul coup. Vil trouve que l'ours est mort beaucoup trop facilement et Xénon sait lui aussi qu'Ed s'amusait avec ses sorts. Personne n'a donc réellement été en danger. Soudain, Ed accourt vers eux, la voix paniquée comme s'il s'agissait d'une urgence. Il montre Arya à Xénon en lui expliquant qu'elle a reçu une légère égratignure pendant le combat. Alors qu'Ed considère la moindre petite marque sur le corps de sa précieuse épouse comme la fin du monde, Xénon soupire face à son attitude embarrassante. Malgré tout, il lance un sort de soin afin de faire disparaître l'égratignure. Une fois que tout le monde s'est calmé
calmer, Vil demande à son groupe pourquoi il traînait dans cette zone. Il lui explique qu'il cherchait simplement à récolter des ressources. En chemin, ils ont croisé un groupe de débutants qui avaient du mal à affronter le puissant ours de feu. Ils se sont donc arrêtés pour le vaincre. Vil acquiesce, mais souligne que des monstres aussi puissants ne devraient pas rôder dans une zone destinée aux novices. Xenon est du même avis et propose de signaler cette rencontre inhabituelle à la guilde des aventuriers. Ed demande ensuite à Vil comment il les a retrouvés, alors celui-ci appelle Rin. Surgissant de nulle part, elle bondit hors de son camping-car. Même si Vil peut voir le véhicule, les autres membres du groupe n'ont pas été autorisés par la compétence de camping de Rin. Son van leur est donc totalement invisible. À leurs yeux, elle vient littéralement de sauter dans la réalité. Rin, elle, ne se rend pas compte à quel point son apparition est choquante. Au lieu de cela, elle commence à s'extasier devant tous les aventuriers et leurs compétences. Perplexe, ils demandent tous à Vil qui elle est et comment elle a pu apparaître de nulle part. Vil ignore leurs dernières questions et leur explique que Rin est une amie qui a accepté de devenir leur porteuse et leur cuisinière. En entendant cela, ils sont tous stupéfaits car la bonne nourriture représente le plus grand luxe de leur monde. Surexcitée, Arya prend Rin par la main et lui demande si elle sait vraiment préparer de bons plats. Bien qu'elle soit enthousiaste pour une toute autre raison, Rin devient nerveuse à l'idée de se trouver aussi près d'une femme aussi belle. Ed intervient lui aussi et lui demande si elle sait cuisiner de la viande. Rin acquiesce, alors Xenon remercie Dieu de leur avoir enfin envoyé leur salut. En voyant leur réaction, Vil se met à rire et demande à Rin si elle comprend enfin la valeur d'un véritable cuisinier dans leur monde. Elle rit nerveusement, puis propose de préparer un repas pour tout le monde puisqu'il semble si enthousiaste. Elle se demande quoi cuisiner avant de décider d'utiliser une partie de la viande qu'elle a récupérée sur les corbeaux noirs. À la simple mention de viande, les membres sous-alimentés du groupe commencent tous à saliver. Rin entre dans son van pour préparer les ingrédients et sort la viande de corbeau. Lorsqu'elle avait été attaquée, elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention, mais ses compétences de survie lui avaient indiqué que ces oiseaux dangereux possédaient une viande délicieuse. Maintenant qu'elle a cette viande tendre devant elle, elle reconnaît que sa compétence avait raison et se réjouit déjà du résultat final. Elle décide d'ajouter de la sauce soja, du cumin, du sucre et de la coriandre afin de préparer de simples brochettes de viande au goût teriyaki. Après avoir ajouté l'assaisonnement, elle sort la viande de son van pour la faire cuire sur le grill. Tandis qu'elle enfile les morceaux sur une brochette, elle remarque que tous les autres la fixent. Rin ne comprend pas, alors Vil lui explique que les autres membres du groupe ne peuvent toujours pas voir son camping-car. Chaque fois qu'elle y entre, ils ont donc l'impression qu'elle disparaît et réapparaît dans la réalité. Rin finit par comprendre et se demande si elle devrait autoriser le reste du groupe à voir son van. Cependant, Vil lui demande de garder le secret encore un peu afin de continuer à les taquiner. Après quelques temps, les premières brochettes de viande sont prêtes sur le grill. Même si Rin adore cette recette toute simple, elle devient nerveuse et se demande si les membres de ce groupe venus d'un autre monde l'apprécieront eux aussi. Elle ignore totalement que, pour ces pauvres miséreux qui savent à peine faire cuire autre chose que du charbon, cette simple brochette ressemble à un repas digne d'un restaurant 5 étoiles. La nourriture est enfin servie et tout le monde en tombe amoureux dès la première bouchée. En les regardant manger, même Rin est surprise de voir à quel point ils apprécient sa cuisine. Heureuse, elle sourit et leur dit d'en manger autant qu'ils le souhaitent. Après le repas, elle leur demande ce qu'ils ont pensé de la nourriture. Alors que tout le monde reste silencieux, Arya est la première à s'avancer vers Rin. Soudain, elle la serre dans ses bras et lui déclare son amour éternel. Enveloppée dans les bras de cette jolie femme, Rin a l'impression qu'elle va fondre. En voyant son épouse aussi proche d'elle, Ed devient jaloux et les sépare. Puis, il commence lui aussi à s'extasier devant son incroyable cuisine. Xenon complimente également Rin qui accepte ses éloges et espère qu'ils apprécieront désormais tous les autres plats qu'elle leur préparera. Une fois que tout le monde est prêt, Vil estime qu'il est temps de rentrer à El Raj. Pour commencer leur voyage, Rin autorise le reste du groupe à voir son van. En voyant cette étrange boîte métallique apparaître de nulle part, ils restent une nouvelle fois sans voix. Rin sourit et les invite à monter. Peu après, ils se mettent en route vers la ville. Assis dans le véhicule, les autres membres du groupe sont fascinés par sa vitesse incroyable. Après avoir appris qu'il fonctionne grâce au mana, Ed pense qu'il doit nécessiter une immense quantité de puissantes formations magiques, rien que pour maintenir sa consommation d'énergie. En entendant à quel point sa technologie semble complexe, Rin est heureuse de l'avoir cachée à la plupart des gens. Vil acquiesce, mais avoue avoir signalé son invocation en tant que sainte à la guilde des aventuriers. Il lui explique que l'invocation d'une sainte pourrait mettre son pays en danger, alors Rin lui demande ce qu'il veut dire. Vil lui révèle qu'ils se trouvent actuellement dans un pays appelé Risfeld. Leur pays est une nation insulaire pacifique, si bien qu'ils n'ont jamais eu besoin d'invoquer une sainte pour vaincre les monstres des environs.
Il y a très longtemps, dans leur monde, la race humaine exerçait une domination écrasante, au point de discriminer toutes les autres races. Pour lutter contre cette situation, les autres races se sont unies et ont fui vers ce pays insulaire. En plus des non-humains qui y ont émigré, de nombreux humains bienveillants, attachés à la paix et à l'égalité, ont eux aussi rejoint leur nation. Les non-humains originaires de l'île ont accueilli ces bons humains avec joie et au fil du temps, la nation insulaire a commencé à prospérer jusqu'à devenir autosuffisante. Malheureusement, à cause de leurs anciens conflits avec les humains venus de l'extérieur, les citoyens de Rysfeld se méfient encore d'eux. Afin d'empêcher toute sainte mal intentionnée d'entrer dans leur pays, Vil a signalé l'apparition de Rin au maître de la guilde d'Elraj, puisque cette ville est le principal port du pays. Après avoir entendu cela, Rin ne se sent pas menacée car elle fait confiance à Vil. Au contraire, elle s'enthousiasme à l'idée de goûter aux fruits de mer exotiques d'Elraj. Vil rit de sa réaction, puis lui fait remarquer qu'ils sont déjà arrivés en ville. En regardant devant elle, Rin s'émerveille devant l'immensité des gigantesques remparts. Elle gare ensuite son van dans un endroit sûr et laisse tout le monde descendre. Ils entrent dans la ville à pied où Rin se met aussitôt à rayonner devant l'atmosphère digne d'un univers fantastique. Vil annonce aux autres qu'il va aider Rin à s'inscrire à la guilde, alors Xénante décide de préparer son accueil dans leur maison. Ne voulant pas perdre leur précieuse cuisinière au profit d'un autre groupe, Ed avertit Vil de garder Ran à l'œil. Arya la prend dans ses bras et lui souhaite un bon trajet, ce qui suffit à rendre son mari fou de jalousie. Plus tard, à la guilde des aventuriers, une réceptionniste kobold nommée Sheila accueille Vil et Rin. Rin fond immédiatement devant sa mignonnerie et se demande à quelle espèce elle appartient. Vil explique qu'il est venu inscrire une nouvelle membre dans son groupe, alors Sheila sort un formulaire d'inscription. Elle remarque ensuite que Rin est au bord de l'explosion, tant elle la trouve adorable. Vil demande à Rin de se tenir correctement, car Sheila est une adulte, mais cette dernière ne voit aucun inconvénient à ce qu'on la trouve mignonne. Après cela, Sheila appose son tampon sur le formulaire de Rin et la déclare officiellement membre de l'équipe Smorgasbord. En lisant le texte inscrit sur le document, Rin découvre que son écriture japonaise se transforme automatiquement dans la langue de ce monde. Elle est également capable de lire cette langue, même si cette sensation lui paraît étrange. Sheila félicite Rin et lui souhaite bonne chance. Vil acquiesce, puis l'emmène rencontrer le maître de la guilde, Toré. Une fois assise, Rin se présente poliment et lui demande de bien vouloir la guider. Face à son comportement respectueux, Toré a du mal à croire que Vil ait réellement trouvé une personne normale. Vil ricane et lui rappelle qu'il a vérifié les antécédents de Rin avant de la recruter, alors il ne devrait pas remettre son identité en doute. Toré s'excuse pour ses paroles et affirme qu'il ne voulait pas l'offenser. Il répond ensuite à la présentation de Rin. Plus tôt, Vil lui avait envoyé un message d'urgence, si bien qu'il pensait qu'un grave incident s'était produit. Maintenant qu'il se retrouve face à l'innocente Rin, il ne pense pas que cette sainte inoffensive tout droit sortie d'un conte de fées méritait autant d'inquiétude. Il demande à Rin comment elle est arrivée dans ce monde, alors elle lui raconte toute son histoire. Bien qu'elle affirme avoir été invoquée depuis un autre monde, Toré ne la croit pas immédiatement. Il demande à examiner son statut afin de vérifier sa compétence spéciale, mais Vil l'avertit de ne pas s'approcher. Toré lui assure qu'il n'a aucune mauvaise intention, alors Rin accepte de le lui montrer à condition qu'il ne puisse pas découvrir d'informations privées à son sujet. Il sourit et lui explique que la plupart des magies mis d'analyse de statut ne sont pas assez avancées pour révéler absolument tout sur une personne. En entendant cela, Rin est surprise car sa compétence de survie est capable d'évaluer jusqu'à la fiabilité d'une personne. Elle se sent donc un peu plus en sécurité en apprenant que les autres ne peuvent pas simplement examiner toutes ses capacités et découvrir ses secrets. Peu après, Tori termine d'analyser ses compétences. Il lui explique qu'elle possède la classe d'étrangère attribuée aux personnes venant d'un autre monde. Selon les légendes, les étrangers peuvent hériter d'une classe spéciale ainsi que d'une compétence supplémentaire aléatoire. En entendant cela, Rin comprend enfin que sa classe spéciale est celle de voyageuse, tandis que Campi, son van, représente sa compétence unique. Cependant, Vil ne semble pas satisfait par les explications de Toré. Il lui demande pourquoi il doute autant de ses capacités, alors Toré lui rappelle que l'invocation d'une sainte reste une légende qui n'a jamais été confirmée. Vil se demande ensuite pourquoi les humains étrangers auraient eu recours à une telle invocation. Il se demande s'ils font réellement face à une crise si grave qu'elle nécessite des compétences surpuissantes. Toré révèle qu'il n'a reçu aucune nouvelle concernant une crise mondiale, ce qui rend les motivations du royaume humain difficiles à comprendre. Toutefois, il pense que la rencontre de Vil avec l'ours de feu pourrait constituer un indice. Normalement, des monstres aussi puissants n'apparaissent jamais dans les zones réservées aux débutants. Ce phénomène pourrait donc être lié à la crise que rencontrent les humains.
humains. Toré fait également remarquer que l'ours de feu semblait beaucoup plus faible que d'habitude face au groupe de Vil. Tous ces signes étranges lui paraissent suspects, alors il demande à Vil de renforcer la sécurité autour d'Elraj avec son équipe. Après y avoir réfléchi, Vil accepte, estimant que c'est nécessaire pour assurer la sécurité de tous. En réalisant qu'elle vient de rejoindre un groupe suffisamment prestigieux pour recevoir l'attention directe du maître de la guilde, Rin se sent heureuse. Plus tard, il retourne dans la résidence principale de l'équipe Smorgasbord. Même si tout le monde essaie d'accueillir chaleureusement Rin, leurs estomacs qui grondent gâchent rapidement le moment. Rin sourit, ravie à l'idée de leur préparer un autre bon dîner. Cette fois, elle va bien plus loin que de simples brochettes de viande. Elle fait sauter des champignons, prépare du riz dans un cuiseur et fait mariner une généreuse quantité de viande dans un mélange spécial d'épices. Au final, elle prépare un délicieux plat de viande aux champignons accompagné de riz, de savoureuses omelettes crémeuses et une grande portion de viande sautée. Rin commence à présenter tous ces plats aux gourmands qui attendent avec impatience, mais ils restent tous silencieux, les yeux rivés sur la nourriture. Pour ces gens simples, même son omelette crémeuse semble avoir été préparée par Gordon Ramsay en personne. Impatient de se jeter sur le repas, il demande à Rin la permission de manger. Elle leur donne immédiatement son accord. Alors ils commencent tous à dévorer les plats. Chaque personne autour de la table a l'impression de monter au paradis dès la première bouchée, tant le goût est incroyable. Vil se rend compte que la viande sautée serait encore meilleure accompagnée de riz. Alors Ed se prépare à aller chercher un sac sur le champ. Arya et Xenon se mettent eux aussi en mouvement pour aider avec la nourriture. Alors Rin leur demande de se calmer. Elle leur rappelle qu'il reste encore une grande quantité de nourriture devant eux et qu'ils devraient d'abord tout terminer avant d'aller en chercher davantage. Ils acceptent tous de finir ce qu'ils ont, alors elle sourit en les regardant manger avec enthousiasme. Le lendemain, Rin se réveille dans son nouveau lit. Même si elle s'attendait à avoir du mal à s'endormir dans un monde inconnu, elle se rend compte que son ancienne vie ne lui manque absolument pas. Avec un foyer sûr et propre, une vue magnifique depuis sa fenêtre et des compagnons en qui elle peut avoir confiance, elle est prête à commencer une nouvelle vie d'aventurière. Plus tard, après avoir pris leur petit déjeuner, tout le monde s'assoit pour discuter de leur prochaine mission. En tant que chef du groupe, Vil explique qu'ils vont patrouiller dans les environs de la ville d'Elraj. Pour commencer, ils souhaitent inspecter la zone côtière. Ils demandent l'avis du reste de l'équipe, tandis que Rin écoute attentivement. Ed intervient en disant qu'ils devraient en profiter pour récolter une grande quantité de fruits de mer. Xenon et Ariane sont également d'accord, alors Vil décide que le bord de mer sera leur prochaine destination. En entendant cela, Rin reste complètement abasourdie et leur rappelle qu'il s'agit d'une mission sérieuse, pas d'un pique-nique. Elle s'énerve également en voyant que tout le monde pense déjà au déjeuner alors qu'elle vient tout juste de leur préparer un délicieux petit déjeuner. Arya lui répond que le petit déjeuner de Rin était tellement bon qu'elle a déjà hâte de goûter à son déjeuner. C'est alors que quelqu'un frappe à leur porte. Il s'agit de Rento, un homme bête félin. Ed reconnaît Rento comme l'un des membres du groupe de débutants qu'ils ont sauvé plus tôt face à l'ours de feu. Rento sourit, souhaitant remercier l'équipe Smorgasbord d'avoir sauvé la vie de tout le monde. Vil n'en fait pas toute une histoire. Il explique à Rento qu'il est de son devoir de soutenir les jeunes débutants et lui demande d'en faire autant lorsqu'il sera devenu plus fort. En entendant ces paroles inspirantes de la part de son idole, les yeux de Rento brillent d'admiration. Rin est elle aussi ravie de sa réaction, alors elle se présente à son tour. Elle apprend que Rento a grandi dans l'orphelinat d'une église et qu'il est devenu aventurier pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. En entendant cela, Rin éprouve de la peine pour lui et pour les autres orphelins, alors elle se met rapidement à chercher quelque chose. Elle sort ensuite une fournée de biscuits magiques aux myrtilles et demande à Rento de les partager avec les enfants de l'orphelinat. Après l'avoir remercié, il s'en va, mais le reste de l'équipe commence alors à fusiller Rin du regard. De toute évidence, ils sont tous contrariés qu'elle lui ait offert un délicieux dessert sans leur en donner. Rin leur explique précipitamment qu'elle a gardé une autre fournée de biscuits aux myrtilles pour l'équipe, ce qui finit par les calmer. Après cela, elle les conduit tous jusqu'au bord de mer à bord de son camping-car. En chemin, Arya, Ed et Xenon dévorent l'ardeur joyeusement leur part de biscuits aux myrtilles. Malheureusement, comme leur équipe ne possède pas de permis d'entrée au port, Rin doit faire un long détour pour atteindre la mer. Cela ne la dérange pas car elle affirme que son travail consiste justement à transporter l'équipe partout où elle doit aller. Grâce à la vitesse de son véhicule, ils atteignent rapidement la plage. Une fois sur place, Ed se réjouit à l'idée de pouvoir profiter d'un rendez-vous avec sa femme, alors Xenon lui rappelle qu'il doit également accomplir sa mission. Vil dégaine ensuite son épée et se prépare à partir. Rin est surprise de voir que son épée peut apparaître à volonté, alors Vil lui explique que son arme est enregistrée grâce à un contrat magique spécial. Même si les armes magiques sont pratiques à transporter, elles sont extrêmement coûteuses, ce qui signifie que la plupart des aventuriers n'y ont pas accès. En entendant cela, Rin comprend
que les moyens de stockage doivent être particulièrement chers dans ce nouveau monde. Puisqu'il n'existe aucun sac sans fond permettant de ranger des objets, son véhicule doté d'un espace de stockage infini doit représenter une capacité extrêmement précieuse ici. Peu après, le groupe se met en route, mais au lieu de récolter des renseignements, ils se contentent de partir pêcher. Pendant ce temps, Rin prépare leur déjeuner à l'intérieur du camping-car. Cette fois, elle découpe une grande quantité de légumes afin d'équilibrer leur repas. En la regardant préparer les ingrédients, Arya devient déprimée car elle déteste les légumes. Rin lui explique que les légumes fournissent à son organisme de précieux micronutriments, mais Arya n'en a manifestement rien à faire. Elle lui tend un énorme poisson pêché en mer que Rin accepte comme ingrédient principal de son plat. Elle commence à retirer les écailles du poisson avec l'intention d'en faire un délicieux plat frit. Affichant un sourire malicieux, Arya se rapproche discrètement d'elle. Elle demande alors à Rin, sur un ton taquin, s'il existe quelqu'un qui lui plaît. En entendant cette question, Rin est évidemment troublée, mais lorsque Arya lui adresse un doux sourire, toutes ses défenses s'effondrent. Arya lui demande si Vil ne lui plaît pas, mais Rin secoue la tête. Cependant, Rin précise qu'elle ne connaît pas encore suffisamment Vil pour être amoureuse de lui. Déçue par sa réponse, Arya se demande comment elle pourrait continuer à la taquiner. Soudain, Rin renverse la situation et lui demande comment elle a rencontré Ed. Cette question fait perdre à Arya toute l'assurance qu'elle affichait quelques instants plus tôt et elle commence à rougir comme une jeune fille. En voyant sa réaction adorable, Rin prend davantage confiance en elle et se met à la taquiner encore plus. C'est alors qu'Ed et les autres reviennent de leur partie de pêche et trouvent Arya rouge de honte. Elle raconte à Ed que Rin l'a cruellement humiliée, ce qui lui fait complètement mal interpréter la situation. Avant qu'Ed ne l'écorche vive, Rin s'empresse d'expliquer qu'elle a seulement demandé à Arya de lui raconter sa première rencontre avec lui. En entendant cela, il comprend que sa femme s'embarrasse énormément pour une histoire sans importance. Il invoque ensuite un immense cube d'eau rempli de calamars vivants. Rin est ravie de voir cela et commence immédiatement à réfléchir à tous les plats qu'elle pourrait préparer. Tous les autres sont surpris car ils n'ont pas l'habitude de manger du calamar. Cependant, grâce au talent culinaire exceptionnel de Rin, il décide de faire confiance à son jugement. Peu après, Rin sert le déjeuner, impatiente de découvrir leur réaction face à ce nouveau plat. Malheureusement, le reste du groupe semble déçu de voir des légumes dans leurs assiettes. Rin les rassure en leur affirmant que les légumes sont délicieux, alors Arya est la première à en goûter une bouchée. Elle tombe immédiatement sous le charme du plat, poussant les autres à se mettre eux aussi à manger. Très vite, ils ont tous l'impression de monter au paradis en découvrant le goût d'un gratin d'aubergine à la parmesane parfaitement cuisiné. Ils apprécient également le riz à la tomate préparé par Rin, stupéfait qu'un simple plat à base de légumes puisse être aussi délicieux. Enfin, Rin leur rappelle qu'elle a également préparé un plat de viande à base de bar. Après avoir terminé son déjeuner, Arya demande à Rin si elle souhaite obtenir des ingrédients particuliers pour ses futurs projets culinaires. Rin propose de récupérer quelques crustacés ainsi que d'autres poissons, alors tout le monde se prépare pour une nouvelle session de pêche sur la plage. Soudain, leur ambiance festive est interrompue lorsque des habitants des environs viennent leur demander de l'aide. Après les avoir suivis, ils découvrent une orque échouée qui se débat sur le sable. Rin est surprise de voir qu'il existe des orques dans ce monde, mais Vil lui explique que ce poisson est appelé un farceur. Dans ce monde, les farceurs sont des poissons espiègles qui aiment taquiner les aventuriers sur la plage. Remarquant leur présence, la farceuse tourne la tête vers eux et s'adresse télépathiquement à Rin. Elle lui explique qu'il existe une bonne raison pour laquelle elle s'est retrouvée échouée sur le sable. Un peu plus tôt, elle avait tenté de faire une farce à des aventuriers présents sur la plage en leur sautant dessus. Cependant, elle avait oublié qu'elle n'aurait aucun moyen de retourner dans la mer et s'était retrouvée coincée dans un fossé. Rin comprend alors que cette faiseuse de troubles a littéralement creusé sa propre tombe. La farceuse ne se vexe pas de sa remarque. Au contraire, elle taquine Rin et lui propose une récompense si elle l'aide à retourner dans la mer. En entendant cela, Arya révèle que les farceurs sont également connus comme les porteurs de bonne fortune en mer. Même s'ils adorent jouer des tours aux aventuriers, ils leur offrent une généreuse récompense une fois leur requête accomplie. Bien que toutes les personnes présentes souhaitent elles aussi obtenir la récompense de la farceuse, aucune d'entre elles n'est capable de déplacer l'énorme baleine, ne serait-ce que d'1 centimètre. Elle demande donc l'aide de Vil et de son équipe. Refusant de laisser l'animal mourir, Vil accepte. Malheureusement, même avec lui et tous les autres membres de l'équipe Smorgasbord, ils sont incapables de pousser la baleine. En les observant travailler, Rin réalise à quel point il fait chaud sur la plage. Elle remarque que le soleil brûlant fait souffrir l'orque. Elle demande rapidement à Ed s'il peut créer un autre cube d'eau grâce à sa magie. Il acquiesce, alors elle lui demande d'en faire apparaître un au-dessus de la farceuse afin de la rafraîchir. Après qu'Ed a créé le cube d'eau, celui-ci éclate et déverse une pluie d'eau fraîche sur la farceuse. Elle pousse un soupir de soulagement mais ne remercie
remercie Rin pour son aide salvatrice qu'avec un compliment peu enthousiaste. Rin se demande alors si elle ne devrait pas simplement cuisiner la baleine mourante, ce qui choque cette dernière. Pendant ce temps, les hommes abandonnent l'idée de pousser la baleine, visiblement épuisée. Rin se demande si Ed pourrait créer un gigantesque cube d'eau afin de transporter la farceuse grâce à la magie. Malheureusement, il ne possède pas assez de mana pour créer un cube aussi grand. Rin pense alors à creuser un canal rempli d'eau afin d'aider la farceuse à retourner dans la mer. Ed acquiesce et lui explique qu'il peut créer des tunnels dans le sable grâce à sa magie de terre. Soudain, l'eau commence à gronder devant eux. Une immense pieuvre surgit de la mer et tente d'attaquer la farceuse avec ses tentacules. Heureusement, Xenon la protège de l'attaque avec son bouclier. Après l'échec de son attaque, le monstre dévoile l'intégralité de son corps. Vil l'identifie comme un bébé Purupu, un monstre féroce qui apparaît rarement près des côtes. Il se demande pourquoi une créature aussi inhabituelle est venue jusqu'à la plage, alors la farceuse affirme que sa peau et sa chair délicieuse ont sûrement dû l'attirer. En entendant ces paroles prétentieuses, Rin pense que ce poisson arrogant mérite vraiment de se noyer. Non loin de là, Vil et les autres membres du groupe se préparent à combattre. Pour les soutenir, Rin analyse le Purupu grâce à sa compétence de survie, qui révèle un point faible situé entre ses yeux. Cette compétence lui apprend également que la chair tendre de la pieuvre peut être utilisée pour préparer d'incroyables plats de fruits de mer. Rin informe rapidement Vil de l'emplacement de ce point faible. Pour l'encourager davantage, elle lui propose également de cuisiner un plat de fruits de mer à base de Purupu avec la viande du monstre. En entendant cela, Vil et les autres deviennent encore plus motivés. Derrière eux, les autres habitants commencent à creuser des canaux dans le sable. Rin grimpe sur le dos de la farceuse afin de la rafraîchir, mais la baleine se contente de se moquer de ses efforts sincères. Pendant ce temps, Xenon et les autres se demandent s'ils pourront réellement manger cet écœurant monstre pieuvre. Finalement, ils décident de faire confiance au jugement de Rin. Arya immobilise le monstre avec ses toiles d'araignée, créant ainsi une ouverture pour Vil. En pensant au délicieux plat surprise qui l'attend, il se prépare à porter le coup final. Derrière lui, Rin et les autres habitants travaillent dur pour ramener la baleine dans la mer. En voyant tout le monde faire autant d'efforts pour elle, la farceuse se prend pour une célébrité. Rin la ramène à la réalité en lui faisant remarquer qu'ils veulent simplement obtenir sa récompense. Malgré cela, la baleine continue de chanter ses propres louanges, alors Rin la menace de la découper en filets de poisson. Puis, après avoir creusé pendant un long moment, les habitants parviennent enfin à créer un canal à travers le sable. Ils unissent alors tous leurs forces et aident la baleine à glisser jusqu'à la mer. Au moment où la farceuse regagne son habitat, en bondissant dans l'eau, Vil porte le coup de grâce au monstre immobilisé. Avant de partir, la baleine farceuse remercie tout le monde pour son aide. En guise de récompense, elle frappe violemment la surface de l'eau avec son lourd corps, projetant une énorme quantité de crevettes, de crabes et d'autres fruits de mer sur la plage. Agréablement surpris, tout le monde commence à ramasser les produits de la mer encore frais. Cependant, la farceuse offre à Rin un pendentif spécial afin de la récompenser pour tous ses efforts personnels. Après lui avoir souhaité bonne chance dans ce nouveau monde, elle disparaît finalement dans la mer. Ensuite, tout le monde montre à Rin les fruits de mer qu'ils ont récoltés. Vil apporte également la viande laissée derrière lui par le monstre Purupu. En voyant tous les crabes, les crevettes et les crustacés, Rin pense qu'ils pourront organiser une grande fête autour d'un immense barbecue de fruits de mer. Plus tard, elle prépare divers plats avec toutes les différentes sortes de chair de fruits de mer. Alors qu'elle invite tout le monde à commencer à manger, Vil les arrête un instant. Il souligne que leur réussite du jour est entièrement due à Rin grâce à sa capacité à élaborer rapidement un plan et à ses compétences de survie. Même s'il s'agissait de sa toute première quête, elle en a fait un immense succès. Chaque membre du groupe la remercie pour son aide et se réjouit déjà de participer à de futures quêtes avec elle. Puis, ils se mettent tous à déguster les fruits de mer, impatients de goûter à d'autres plats exotiques préparés par Rin. Alors que le groupe célèbre sa victoire, une grotte s'ouvre dans un endroit situé non loin de là. À l'intérieur, un étrange monstre félin ouvre les yeux, prêt à déchaîner un carnage sur le monde. Après le dîner barbecue, le groupe rentre chez lui pour se reposer. Le lendemain, Rin sourit près de la fenêtre, impatiente de découvrir encore davantage de joie dans ce monde. Derrière elle, Vil et les autres se sont réunis pour leur réunion quotidienne. Malheureusement, Arya est encore trop fatiguée à cause de la veille, alors elle reste endormie sur les genoux d'Ed. Pour la réveiller, il lui demande sur un ton taquin si elle veut manquer le délicieux petit déjeuner de Rin. À la simple idée de devoir se passer d'une nourriture aussi divine, le corps épuisé d'Arya retrouve soudainement toute son énergie et elle se redresse parfaitement droite. Même s'ils ont passé la soirée précédente à se remplir l'estomac avec les délicieux fruits de mer préparés par Rin, aucun d'eux ne veut manquer un seul de ses repas. En entendant cela, Rin se sent heureuse et propose de préparer un bon petit déjeuner avant leur départ. Vil explique qu'après avoir mangé, il se rendra à la
la guilde pour leur transmettre les informations qu'ils ont découvertes au bord de la mer. Soudain, Sheila fait irruption dans leur maison avec une expression paniquée. D'habitude, elle ne fait jamais quelque chose d'aussi audacieux, alors Vil comprend immédiatement que quelque chose de grave s'est produit. Sheila leur explique que leur ville traverse actuellement une situation d'urgence. Sous le choc, tout le monde la suit rapidement jusqu'à la guilde des aventuriers. Là-bas, Tori explique au groupe qu'un donjon aléatoire est apparu près de la ville sans aucune raison. Il révèle qu'aucune fluctuation de mana n'avait été détectée dans la zone avant son apparition, ce qui signifie que ce donjon pourrait représenter un immense danger. Rin est confuse et ne comprend pas pourquoi l'apparition soudaine d'un donjon poserait problème, puisqu'elle pensait que les donjons surgissaient simplement au hasard dans le monde. Pour dissiper ses doutes, Sheila admet qu'il n'est pas totalement inhabituel qu'un donjon apparaisse de manière aléatoire. Cependant, lorsqu'un donjon est sur le point d'apparaître, certains signes se manifestent généralement dans la zone avant qu'il ne se forme réellement. Parfois, un donjon peut apparaître dans un endroit où une tragédie s'est produite, en se formant à partir du ressentiment des personnes qui y sont mortes. D'autres fois, lorsque les donjons apparaissent naturellement, le flux de mana de la région est perturbé avant leur ouverture. Cependant, ce nouveau donjon n'a montré absolument aucun signe de changement de mana. Comme ce donjon est totalement imprévisible, il est possible que les monstres qui s'y trouvent ne respectent pas les règles habituelles des donjons. Dans ce cas, toute la ville d'Elraj pourrait subir un siège mené par des monstres incontrôlables sortis du donjon. Pour cette raison, les aventuriers expérimentés et les employés de la guilde d'Elraj font tous des heures supplémentaires afin de gérer la situation. Sheila révèle que cette urgence est gardée secrète aux yeux du public, mais qu'ils doivent, malgré tout, résoudre le problème discrètement. Pour y parvenir, Tori souhaite que le groupe de ville explore le donjon, car il a confiance en leur capacité à survivre dans un environnement inconnu. En entendant ces paroles, Vil repense à toutes les choses étranges qu'il a récemment rencontrées, comme le faible ours de feu apparu dans une zone inhabituelle, ainsi que le bébé Purupu, un monstre qui n'avait jamais été aperçu près de la côte auparavant. Pensant que tous ces événements pourraient être liés à ce nouveau donjon, il accepte de l'explorer. Toré et Sheila le remercient tous les deux, puis Vil se tourne vers Rin afin qu'elle commence les préparatifs. Il lui explique que l'exploration du donjon pourrait durer longtemps, alors elle devrait faire des réserves de nourriture et d'autres provisions avant leur départ. Suivant son conseil, Rin se lève pour aller faire des achats. Soudain, Sheila décide de l'accompagner, prétendant qu'elle l'aidera à obtenir les meilleurs prix de la ville. En réalité, elle veut simplement faire une pause, loin de toute la paperasse stressante de la guilde. Toré lui crie de rester, mais elle pousse rapidement Rin devant elle et s'enfuit avec elle. Après avoir terminé leurs achats, Rin rejoint Ed et Arya à la porte de la ville pour attendre Vil et Xenon. Arya trouve que Rin est mignonne dans sa nouvelle tenue, alors Rin sourit largement et lui explique que Sheila l'a aidé à la choisir. Elle informe également les deux autres qu'elle a déjà rangé tout leur matériel essentiel dans Campi. Soudain, quelque chose brille sur le front d'Arya. Rin est surprise et se demande si elle porte un bijou étincelant. Cependant, Arya explique que cette lueur provenait en réalité de son troisième œil. Elle écarte ses cheveux, révélant un étrange œil en forme de rubis au milieu de son front. Même si son troisième œil ne l'aide pas à voir normalement, il lui permet de percevoir les changements les plus subtils dans son environnement. À cet instant, son troisième œil l'avertit que Vil et Xenon s'approchent d'elle par derrière. En entendant cela, Rin regarde derrière Arya pour vérifier. Effectivement, elle les voit tous les deux marcher vers le groupe. Une fois que tout le monde est prêt pour le voyage, ils quittent tous la ville par la grande porte. Alors qu'elle marche avec les autres, Rin ressent une pression invisible à cause de la demande de la guilde. Même si elle a déjà accompli une mission avec son groupe, celle-ci ressemblait davantage à une sortie de pêche qu'à une véritable mission dangereuse. Cette fois, elle se sent nerveuse à l'idée de pénétrer dans un territoire encore inexploré. Vil remarque qu'elle est inquiète, alors il la rassure en lui disant qu'ils seront extrêmement prudents afin d'éviter le danger autant que possible. Ces paroles bienveillantes permettent à Rin de se sentir beaucoup mieux. Elle se prépare ensuite à sortir Campi, mais malheureusement, Vil lui explique qu'ils devront effectuer ce trajet à pied. Après un petit moment, ils atteignent la zone où l'entrée du donjon a été signalée. En voyant le peu de temps qu'il leur a fallu pour arriver, Rin comprend que le donjon est apparu incroyablement près de la ville. Elle réalise enfin pourquoi Toré était aussi inquiet. Pour le moment, il semble pourtant qu'il n'y ait absolument rien sur place. Cependant, cela s'explique par le fait que la guilde des aventuriers a placé un sort d'illusion sur l'entrée afin d'empêcher les gens ordinaires de la découvrir. Pour dissiper l'illusion, Xenon s'avance et utilise une étrange magie qui révèle la véritable entrée du donjon. Avant que quiconque ne pénètre à l'intérieur, Arya passe devant et utilise ses toiles d'araignée pour inspecter le périmètre du donjon. Tandis que les fils s'étendent depuis ses mains, il s'enfonce dans les profondeurs du donjon et cartographie toute la zone. Arya remarque que le donjon possède des passages assez larges, ce qui demandera moins d'efforts pour l'explorer entièrement. Pour l'instant, elle ne détecte aucun monstre à l'intérieur, alors le groupe peut y entrer sans danger. Vil décide que lui et Arya seront à l'avant-garde, tandis que Rin restera caché derrière Ed et Xenon dans son rôle de porteuse. En raison de son rôle
rôle qui ne consiste pas à combattre, Rin se sent coupable et pense qu'elle ralentit les autres. Cependant, il lui rappelle tous que ses compétences de porteuse sont extrêmement importantes pour le groupe et qu'aucun d'eux n'est dérangé par sa présence. Grâce à tous leurs compliments et à leurs paroles réconfortantes, Rin se sent de nouveau mieux. Peu après, ils pénètrent tous ensemble dans le donjon. Après avoir parcouru une certaine distance, Vil empêche soudainement Rin d'avancer davantage. Tous les membres du groupe adoptent une posture de combat lorsqu'ils sentent quelque chose rôder devant eux. Xenon pense qu'il s'agit d'un lézard-fleur, alors Vil explique à Rin que c'est un monstre capable de se camoufler en fleurs. Peu après, l'effrayant lézard apparaît devant eux. Terrifiée, Rin l'examine avec sa compétence de survie. Même si le lézard semble comestible, elle se demande si quelqu'un voudrait réellement manger sa chair visqueuse. Ed s'avance pour s'occuper du lézard. Soudain, celui-ci bondit sur lui à une vitesse fulgurante. Rin sursaute de peur, mais Ed enferme facilement le lézard dans une cage magique avant de le réduire en cendres. Après avoir anéanti la pauvre créature, Ed se retourne et se vante devant Rin comme s'il venait d'accomplir quelque chose de parfaitement ordinaire. Ensuite, Vil ramasse la viande laissée par le lézard et la donne à Rin. Pour le moment, elle décide de la ranger puisqu'elle n'a pas encore envie de la cuisiner. Soudain, sa compétence de survie lui envoie une alerte jaune. Sorti de nulle part, un bébé chat atterrit sur ses genoux. Pendant un instant, Rin reste stupéfaite, se demandant quoi faire de cet adorable inconnu. Vil lui dit rapidement de s'en éloigner, affirmant que ce chat est un monstre dangereux. Cependant, le petit félin semble plutôt amical avec Rin. Ed et les autres lui expliquent qu'il s'agit d'un petit lynx ailé, alors Rin est surprise qu'il soit déjà aussi grand. Tandis que le chat se blottit contre elle, Rin a du mal à croire qu'il puisse être un monstre terrifiant. Puis, le lynx ailé commence à miauler vers elle, alors elle pense qu'il a faim. Pour l'instant, la nourriture la plus proche qu'elle possède est la viande du lézard, alors elle la donne au lynx. Le chat se jette dessus et mange la viande visqueuse sans le moindre problème. Rin craignait un peu que la viande ait mauvais goût, mais elle se détend en voyant que le lynx ailé n'en a absolument rien à faire. Tandis qu'il mange paisiblement, la compétence de survie de Rin se met soudainement à clignoter en bleu au lieu de jaune. Malgré cela, elle ne comprend toujours pas ce qu'elle essaie de lui dire. Arya se demande ce qu'il devrait faire de ce chat sauvage, alors Rin le prend dans ses bras pour le moment. En voyant à quel point la créature est amicale, elle décide de la garder comme animal de compagnie. Le corps duveteux du lynx ailé rappelle à Rin son ancien chat de compagnie sur Terre qui s'appelait Gomamitsu, alors elle lui donne le même nom. En entendant ce nom, Gomamitsu demande à Rin si c'est vraiment ainsi qu'elle compte l'appeler. Rin acquiesce pendant un instant, puis elle est soudainement bouleversée en réalisant que le bébé lynx vient de lui parler. Pour une raison inconnue, personne d'autre ne peut entendre le chat parler. Rin se demande ce qui ne va pas, alors Xenon examine attentivement le lynx ailé. Après l'avoir observé de plus près, il comprend que le lynx est devenu un monstre nommé. En entendant cela, Vil en déduit que Rin a dû accidentellement le transformer en monstre nommé en l'appelant Gomamitsu. En donnant un nom au chat, elle est en réalité devenue sa maîtresse. Grâce à ce lien, Rin peut entendre les pensées du chat, contrairement aux autres. En apprenant cela, Rin se demande s'il est normal que les gens apprivoisent au hasard des monstres amicaux. Vil admet que ce n'est habituellement pas aussi facile, alors Rin commence à se demander si elle a fait quelque chose de mal. Pensant qu'elle cause des problèmes au groupe, elle se met à s'excuser abondamment auprès de chacun d'eux. Xenon sourit, trouvant très impressionnant qu'elle ait réussi à apprivoiser le petit d'un monstre aussi puissant. Ed et Arya sont également d'accord avec lui, mais Rin continue de penser que ses actions compliquent les choses pour le groupe. En voyant à quel point elle est inquiète, Vil la rassure en lui disant que cela ne causera aucun problème. Après leur mission, il lui promet de la faire enregistrer officiellement auprès de la guilde en tant que dresseuse de monstres. En réalité, aucun membre du groupe ne voulait abandonner cet adorable lynx, alors personne ne voit d'inconvénient à ce qu'il les accompagne. Ensuite, ils poursuivent leur exploration et arrivent devant un chemin qui se divise en deux. Arya inspecte les passages devant eux avec ses toiles et décide que celui de droite est le plus sûr. En suivant ce chemin, ils débouchent dans une vaste salle au plafond très élevé. À l'intérieur de la grande salle, Gomamitsu s'enthousiasme et veut voler jusqu'au plafond, alors Rin la retient. Soudain, sa compétence de survie lui envoie une alerte rouge. Vil ne voit aucun danger, alors Rin pointe devant eux. Arya sourit, sachant déjà ce qui se trouve plus loin grâce à son troisième œil. Elle explique qu'il s'agit d'un piège au sol et utilise ses toiles d'araignée pour révéler un immense trou dans le sol devant eux. Sous les yeux de Rin, Arya recouvre le trou avec sa magie. Vil se demande comment Rin a détecté le trou, alors elle lui explique que c'est grâce à sa compétence de survie. Même s'ils viennent de désamorcer le piège, Gomamitsu bondit soudainement hors des bras de Rin et se met à feuler contre quelque chose devant eux. En voyant cela, Vil ordonne à Rin de monter dans le camping-car avec le chat. Elle s'éloigne rapidement et se réfugie à l'intérieur du véhicule. Xenon lance ensuite une magie de voile afin de protéger les autres membres du groupe contre la menace. À l'intérieur du véhicule, Rin s'inquiète à propos du monstre qui approche, car tout le monde réagit avec beaucoup de sérieux. Vil l'avertit de ne pas quitter le camping-car avant qu'ils aient vaincu le monstre, ce qui l'inquiète encore
davantage. Sous leurs yeux, un Cocatrix s'avance vers eux. Il s'agit d'un gigantesque monstre ressemblant à une poule, capable de répandre un gaz toxique produit par la tête de serpent située au bout de sa queue. En apercevant le serpent sur sa queue, Goma hurle de terreur et recule. Lorsque le monstre s'approche, il projette un immense nuage de poison en direction du groupe. Au début, Rin est extrêmement inquiète pour les autres membres du groupe. Cependant, le voile magique les protège facilement du miasme. Privé de son poison, l'intimidant Cocatrix se transforme simplement en une volaille de taille monstrueuse. Pour lui porter le coup de grâce, Arya s'avance et utilise ses toiles d'araignée. Elle les déploie sous la forme de fines lignes horizontales, découpant le Cocatrix encore vivant comme s'il s'agissait d'un légume fragile. En assistant à cette incroyable démonstration, Rin est tellement impressionnée qu'elle en oublie comment parler. Goma lui demande ensuite si le Cocatrix est mort car sa queue l'a beaucoup trop effrayée. Malgré sa peur de tout à l'heure, elle essaye de faire comme si elle n'avait pas eu peur du tout, mais lorsque Rin mentionne le serpent, ses yeux se remplissent à nouveau de larmes de terreur. Furieuse qu'elle se moque d'elle, Goma essaie de l'attaquer, mais Rin l'attrape et continue de la taquiner encore davantage. Puis, Vil entre dans le camping-car. Il donne à Rin la viande de poulet laissée par le monstre. En voyant cette viande de première qualité, Rin est folle de joie. Même si elle a déjà préparé de la nourriture pour leur voyage, elle décide de cuisiner un plat spécial avec la viande du Cocatrix pour célébrer leur victoire. Pour préparer ce plat, elle demande de l'aide à Vil. Il accepte et écale des œufs avec elle afin de préparer une sauce tartare. Une fois les œufs ajoutés, Rin incorpore de la mayonnaise et des épices pour terminer la sauce. Lorsque la sauce est prête, elle propose à Vil de la goûter. Dès la première bouchée, il tombe à ses pieds et se demande si elle n'est pas une sorte de génie maléfique de la cuisine. Rin rit et entre dans son jeu, faisant semblant d'être une super vilaine qui tue les gens avec des plats incroyablement délicieux. Ensuite, les autres membres du groupe retournent eux aussi dans le véhicule. Xenon et Ed discutent du fait que, même si le donjon est rempli de monstres, ceux-ci semblent bien plus faibles que d'habitude. Cette situation leur rappelle l'ours de feu et les monstres purs rencontrés auparavant, qui sont tous morts beaucoup trop facilement. Désormais, ils savent avec certitude que ce donjon aléatoire est lié à ces étranges apparitions. En entendant leur discussion, Rin est triste de les voir tous aussi préoccupés après une victoire. Soudain, son cuiseur Harry émet un bip, ce qui lui rappelle qu'elle doit préparer le reste de leur repas. À la simple mention de nourriture, Goma s'enthousiasme elle aussi, alors Rin lui promet de la nourrir également. Elle fait ensuite frire la viande de poulet et la sert à tout le monde avec quelques légumes et de la sauce tartare. Lorsqu'ils goûtent tous au poulet nappé de sauce, ils réagissent exactement comme Vil un peu plus tôt. Pour une raison inconnue, ils pensent tous que Rin doit être un génie maléfique pour savoir aussi bien cuisiner. En plus de la saveur de la sauce tartare, ils apprécient également les légumes qui leur rafraîchissent le palais avant de reprendre une bouchée de poulet. Même Goma mange joyeusement ses légumes après avoir terminé la viande. En voyant cela, Arya se sent encouragée à goûter elle aussi ses légumes verts. Lorsqu'elle en prend une bouchée, elle se sent également rafraîchie par les légumes. Goma félicite Arya d'avoir mangé ses légumes comme une gentille fille, alors tout le monde se met à rire et à plaisanter. Après avoir mangé, le groupe commence à explorer les parties les plus profondes du donjon. Ils finissent par atteindre une étrange grotte qui débouche sur un immense champ baigné de soleil. Bien que Rin soit surprise par cette découverte, les membres du groupe lui expliquent que les donjons sont des zones spéciales déconnectées de la réalité. Il est donc normal d'y trouver des paysages complètement imprévisibles. Malgré tout, elle trouve extrêmement choquant d'être passée d'une grotte sombre à un champ ensoleillé en seulement quelques minutes. Pour l'instant, Rin se cache dans son camping-car pendant que le groupe affronte un bœuf sauvage. Protégé derrière les vitres par balles du véhicule, Goma joue les durs, mais Rin la retient pour l'empêcher de sortir. Vil abat alors facilement le bœuf d'une seule attaque, il apporte la viande à l'intérieur et Rin commence immédiatement à la préparer pour leur déjeuner. Goma lui demande si la viande est pour elle, mais Rin lui rappelle qu'ils vont la partager avec tout le monde. Pour une raison inconnue, le bœuf sauvage a laissé tomber une viande parfaitement maturée, ce qui évite à Rin de devoir la découper elle-même. En entendant cela, Xenon lui dit qu'il peut s'en charger si elle a besoin d'aide. Rin se demande comment il s'est découpé correctement de la viande. Xenon lui rappelle qu'il est un elfe des forêts et que l'un de ses devoirs consiste donc à apprendre à chasser et à préparer la viande sauvage. Rin comprend son explication, mais elle se demande alors pourquoi il est incapable de cuire la viande après avoir accompli toutes ces étapes. Vil lui révèle alors que Xenon a déjà réussi à préparer un steak à la fois parfaitement brûlé et encore cru. Agacé, Xenon réplique que Vil a déjà fait exactement la même chose par le passé, tandis que Goma pense que la viande crue est parfaitement comestible. Rin rappelle à la chatte que les humains ne peuvent pas manger de viande crue sans danger comme elle. En entendant cela, Vil lui explique nonchalamment qu'autrefois, il retirait simplement les parties brûlées avant de manger la viande encore crue. Horrifié, Rin lui explique les dangers liés à la consommation de viande crue et lui ordonne de ne plus jamais recommencer. Vil et Xenon se mettent tous les
les deux à rire, sachant qu'ils n'auront plus à manger comme de véritables chiens, maintenant qu'elle est avec eux. Arya et Ed reviennent ensuite d'une partie de chasse dans le donjon, transportant plusieurs sacs remplis de viande. Lorsqu'ils posent la viande sur une table, Goma commence à la renifler, alors Arya l'attrape avant qu'elle puisse en prendre une bouchée. Rin se demande comment ils ont réussi à obtenir autant de viande en si peu de temps. Heureux de voir qu'elle s'inquiète pour eux, Ed lui explique que tous les monstres qu'ils ont affrontés étaient extrêmement faibles, autrement, ils n'auraient jamais pu en chasser autant. Malgré cela, le groupe s'inquiète de savoir pourquoi ces monstres sont plus faibles que d'habitude. N'ayant pas d'autre choix, ils poursuivent leur exploration du donjon afin de trouver des réponses. Après avoir marché un moment à travers le champ, Rin est surprise par son immensité. Même après tout ce temps, elle a l'impression que le champ ne se termine jamais. Soudain, Arya fait remarquer que le donjon est peut-être plus petit qu'il n'en a l'air. Rin ne comprend pas ce qu'elle veut dire, alors Arya lui explique qu'il pourrait être pris à la fois dans une illusion et dans un piège spatial. Le maître du donjon a créé un piège illusoire qui place leur groupe dans un environnement étrange. En parallèle, il utilise également de la magie spatiale pour les forcer à tourner en rond et à revenir constamment à leur point de départ. En entendant cela, Rin se demande s'il existe un moyen de sortir du piège. Vil lui explique qu'ils peuvent facilement s'en échapper grâce au sens aiguisé d'Arya, mais que des aventuriers débutants auraient beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Xenon demande alors à Arya si elle peut détecter les points névralgiques du sort d'illusion. Grâce à son œil de rubis, elle en repère plusieurs et commence à guider le groupe vers l'un d'eux. Tandis qu'ils avancent dans sa direction, Vil conseille à Rin de garder son camping-car prêt au cas où les choses tourneraient en mal. Goma saute ensuite dans ses bras pour se mettre à l'abri. Cela pousse Rin à faire un pas en arrière, ce qui active soudainement un piège dissimulé dans le sol. Bien qu'elle tente de s'échapper, la barrière magique du piège l'en empêche. Peu après, le groupe se retrouve encerclé par des robots hostiles. L'un d'eux attaque immédiatement Rin, qui esquive le coup avant de se précipiter dans son véhicule. Une fois à l'intérieur, elle prend de profondes inspirations pour se calmer. Pendant ce temps, Vil et les autres deviennent fous de rage contre ces tas de ferraille qui ont osé attaquer leur précieuse cuisinière. Sous le regard de Rin, Xenon ordonne à Vil de viser les articulations du robot blanc. Il demande ensuite à Arya et Ed d'immobiliser le robot rouge avec leur toile d'araignée et leur magie. Après avoir établi cette stratégie, ils se préparent tous à déchaîner leur colère. Vil se précipite en avant et découpe le robot blanc en morceaux avec son épée, tandis qu'Arya enveloppe le rouge dans un cocon de soie. Ed foudroie ensuite le robot prisonnier avec une magie de foudre dévastatrice. Pendant ce temps, Xenon observe la scène depuis le côté, dégageant une aura de colère tout en soutenant le groupe avec des sorts d'amélioration. Une fois les robots vaincus, le groupe se précipite immédiatement pour vérifier l'état de Rin. Bien qu'elle les rassure en leur disant qu'elle va bien, chacun se sent visiblement coupable de l'avoir exposé au danger. En voyant leur visage abattu, Rin se demande comment leur remonter le moral. Elle a alors la brillante idée de leur servir un délicieux déjeuner avec la viande qu'ils ont obtenue plus tôt. Dès qu'elle mentionne sa délicieuse cuisine, l'humeur de tout le monde s'améliore instantanément, ce qui soulage Rin. Elle leur sert alors un immense festin composé de steaks d'aloyaux et de rôtis de bœuf provenant du bœuf sauvage. À la vue de cette viande bien grasse devant eux, tout le monde se précipite pour commencer à manger. Même après avoir cuit cette viande tendre, Rin est parvenu à en conserver tout le jus grâce à ses techniques culinaires. Pour des rustres comme Vil, cette incroyable technique de cuisson n'est pas différente de la magie. De son côté, Arya apprécie tellement le repas qu'elle ne prend même pas le temps de respirer entre deux bouchées. Tout le monde commence à la taquiner, ce qui la met dans l'embarras à cause de toute cette attention. Elle remercie ensuite Rin d'avoir préparé un repas aussi délicieux et lui déclare son amour éternel. Heureuse de voir que tout le monde apprécie sa cuisine, Rin sourit et savoure sa propre assiette. Après avoir terminé leur déjeuner, ils repartent détruire tous les autres points névralgiques de magie. Quelque temps plus tard, il n'en reste plus qu'un seul. Dès que Vil détruit l'avant-dernier, la dimension autour d'eux commence à se déformer. Rin est surprise par ce phénomène, alors Ed lui rappelle que la formation illusoire commence à s'effondrer après avoir perdu ses points de soutien. Arya se met ensuite à les guider vers le dernier point névralgique de magie. En chemin, Goma commence à somnoler dans les bras de Rin, tandis qu'Ed se demande combien de temps il leur faudra pour atteindre le dernier point. Arya leur révèle qu'il leur faudra 1 heure à pied, mais tout le monde sait que le trajet réel sera bien plus long, puisqu'ils rencontrent généralement des pièges de téléportation sur le chemin. Rien qu'en y pensant, Rin commence à se sentir fatiguée. En voyant cela, tout le groupe tente de lui remonter le moral. Arya la rassure en lui disant qu'elle a bien repéré le bon endroit, tandis qu'Ed pense qu'ils ne rencontreront aucun problème en chemin. Malgré tout, Vil leur rappelle de rester sur leur garde face aux éventuels pièges et monstres. En voyant à quel point tout le monde s'inquiète pour elle, Rin se sent presque coupable de leur causer du souci. Pour les remercier, elle
elle décide qu'à partir de maintenant, elle préparera les meilleurs repas qui soient. Soudain, une meute de gobelins leur tend une embuscade. Après que Rin s'est réfugié dans son camping-car, les gobelins poussent des hurlements stridents pour étourdir le groupe. Cependant, grâce à leur protection magique, les aventuriers résistent facilement aux cris et éliminent tous les gobelins en une seule attaque. Une fois tous les gobelins morts, le dernier point névralgique de magie apparaît devant Vil. Dès qu'il le détruit, le champ ensoleillé disparaît et tout le monde se retrouve une nouvelle fois dans la grotte pleine de courants d'air. En observant l'immense caverne autour d'eux, Xénon et les autres se demandent quelle distance la formation illusoire leur a réellement fait parcourir. Arya remarque alors un ancien escalier creusé dans le sol. Rin se demande où cet escalier sinistre peut bien mener. En entendant cela, Vil lui répond que même avec toute son expérience, il est incapable de prévoir ce qui les attend dans la prochaine salle. Ed se demande pourquoi ce donjon est truffé d'autant de pièges. Xénon remarque que même si le donjon en est rempli, les monstres qui s'y trouvent sont très faibles. Pour cette raison, il pense que le maître du donjon ne cherche pas réellement à les tuer. Soudain, Goma éternue bruyamment. Tout le monde sursaute, mais ils remarquent enfin qu'un vent glacial souffle depuis les profondeurs souterraines. Vil rappelle à chacun de rester prudent pendant la descente. Au bout de l'escalier souterrain, le groupe débouche sur une immense toundra. Alors qu'ils tentent tous de s'habituer au froid mordant, Arya désigne un gigantesque temple au loin. Vil se demande s'il devrait commencer par s'y rendre, mais Goma se met à grelotter. Rin ne comprend pas pourquoi elle a froid, puisque son corps semble chaud contre le sien. En entendant cela, Vil lui explique que la différence de température rend le froid encore plus difficile à supporter pour la pauvre chatte. Non loin de là, Arya s'effondre à genoux. En la voyant trembler de froid, Rin l'emmène rapidement à l'intérieur de son camping-car. Là, elle l'enveloppe dans une couverture, mais cela ne suffit toujours pas à la réchauffer. Inquiète, Rin prend sa main pour vérifier à quel point elle est froide. En touchant les doigts d'Arya, elle constate que sa main est glacée. Elle commence alors à la masser doucement en utilisant des techniques d'acupuncture. Grâce à ces soins, Arya commence à se sentir mieux. Ed remercie Rin pour son aide, même s'il sait qu'Arya est sensible au froid, il ne l'a encore jamais vue souffrir à ce point. Il se sent désormais un peu rassuré en voyant Rin s'occuper d'elle. Malgré tout, Rin reste préoccupée par l'état d'Arya. Dans sa vie précédente, elle savait que les insectes sont généralement sensibles aux basses températures, alors elle se demande si le sang d'araignée d'Arya est la raison pour laquelle elle supporte aussi mal le froid. Elle a alors l'idée de fabriquer une compresse chaude. À l'aide d'un peu d'armoise qu'elle a ramassé plus tôt, elle commence à préparer la compresse. Sur Terre, elle utilisait cette plante pour fabriquer un mélange d'herbes et spécial appelé moxa, qui servait à aider les gens à se réchauffer. Pour une raison quelconque, aucun membre du groupe ne comprend de quoi elle parle. En voyant cela, Rin réalise que personne n'a encore inventé le moxa dans ce monde. Pour leur apprendre à le préparer, elle leur demande à tous de traiter les plantes. Ed commence par broyer l'armoise en petits morceaux très fins. Ensuite, Vil filtre tous les résidus inutiles provenant des feuilles déchiquetées. Rin rassemble alors la matière douce et fine sur la compresse chaude avant de l'envelopper soigneusement. Après avoir formé une boule avec les feuilles, elle la mélange avec du sel gemme et des herbes afin de terminer la compresse. Elle la réchauffe ensuite au micro-ondes et la place autour du cou d'Arya. Peu à peu, la chaleur de la compresse se diffuse dans son corps et l'état d'Arya revient à la normale. En voyant sa femme retrouver toute sa vigueur, Ed remercie Rin et se met à pleurer de soulagement. Avant qu'ils ne repartent, Rin sert ensuite à tout le monde une grande tasse de lait chaud au caramel. Le lait riche et crémeux réchauffe leur corps et leur remonte le moral, les préparant à affronter le donjon glacial qui les attend dehors. Après cela, ils reprennent leur route en direction de l'ancien temple. En chemin, ils rencontrent de nombreux monstres et pièges, mais continuent malgré tout à avancer. Finalement, ils atteignent le vieux temple. Debout devant l'immense bâtiment en ruine, tout le monde ressent un profond malaise. Malgré cela, ils rassemblent leur courage et avancent vers l'entrée en se demandant ce qui les attend à l'intérieur. Après être entré dans le donjon, le groupe avance dans un long couloir vide. Même si l'endroit semble paisible, Rin se sent mal à l'aise face à ce silence inquiétant, craignant que quelque chose ne leur tende une embuscade. En la voyant effrayée, Arya tente de la rassurer, ce qui fait apparaître un sourire idiot sur le visage de Rin, mais elle se recule rapidement lorsqu'Ed lui lance un regard noir. Malgré tout, Rin se sent mieux après les paroles rassurantes d'Arya. Cependant, elle n'est pas la seule à trouver l'endroit inquiétant. Vil pense lui aussi que les lieux sont bien trop silencieux pour être rassurants, alors ils doivent rester prudents à tout moment. Xénon observe l'architecture du bâtiment et remarque que les piliers bombés étaient courants durant une certaine période historique. Rin est impressionné par ses connaissances, alors il lui explique que les elfes vivent très longtemps, ce qui leur permet de préserver l'histoire assez facilement. Arya montre ensuite le bout du couloir où se trouve une grande porte. Après avoir vérifié qu'elle ne contient aucun piège, Vil l'ouvre. À l'intérieur, le groupe découvre un arbre gigantesque ainsi que d'étranges œuvres d'art sur les murs. Dès qu'ils entrent, Ed
Ed et Arya inspectent une nouvelle fois la pièce à la recherche de pièges. Heureusement, l'endroit semble sûr, mais le groupe se retrouve bloqué sans aucun moyen évident d'aller plus loin. En observant l'arbre blanc fait de marbre, ainsi que l'étang dans lequel il repose, Rin pense que cette œuvre est censée symboliser quelque chose. Même si ce n'est qu'une supposition, elle est convaincue que la pièce contient une énigme à résoudre. Xenon remarque alors quelque chose d'écrit près de l'arbre. Pendant qu'il examine l'inscription, Goma saute sur les nénuphars artificiels pour explorer l'étang. Après avoir grimpé sur l'une des racines de l'arbre, elle remarque un trou. Rin vient l'examiner et se demande s'il fait partie de l'énigme. Il s'avère qu'un trou similaire se trouve de l'autre côté de l'arbre, alors Rin commence à réfléchir à la manière de résoudre le puzzle. Ed fait également remarquer que les murs de la pièce contiennent d'étranges œuvres d'art, mais il ne comprend pas comment interagir avec elles. Finalement, Xenon déduit que l'inscription sur l'arbre provient d'un poème parlant de l'amour dans l'au-delà. Malgré cela, aucun membre du groupe ne parvient à relier les différents indices. Seul Rin plonge profondément dans ses pensées, se souvenant de quelque chose à propos du poème d'amour mentionné par Xenon. En la voyant réfléchir aussi intensément, Vil pense qu'elle est inquiète, mais elle le rassure en lui disant qu'elle cherche simplement un plan. Elle se souvient alors d'un cours de chinois de sa vie précédente où il était question d'un poème d'amour à propos de deux oiseaux destinés à s'unir. En repensant à cela, elle se demande si les murs ne contiendraient pas des images d'oiseaux incomplets. En entendant cela, le groupe se précipite pour examiner les murs et Rin trouve rapidement un oiseau qui ne possède qu'une aile gauche. Pendant ce temps, Vil découvre également un oiseau avec seulement une aile droite, alors le groupe pense qu'elle a résolu l'énigme. Malgré tout, ils ne savent pas quoi faire avec les images. Rin se demande s'ils doivent pousser les éléments dans le mur, mais elle craint qu'il ne s'agisse d'un piège. Heureusement, Xenon l'encourage à le faire car tout le groupe sera là pour la protéger s'il se passe quelque chose. Alors qu'il pousse les éléments dans le mur, deux figurines représentant chacune une moitié d'oiseau surgissent du sol. Une fois les statuettes récupérées, Vil insère l'une d'elles dans un côté de l'arbre, tandis que Rin tente de placer l'autre de l'autre côté. Cependant, elle est trop lourde pour elle, alors Vil finit quand même par l'insérer à sa place. Dès que les deux figurines sont en place, l'étang commence à gronder et s'élève depuis le sol. Peu après, de l'eau jaillit des murs et remplit toute la pièce. Puis des éclairs commencent à parcourir l'endroit, tandis qu'une puissante anguille tempête émerge de l'eau. Xenon explique que les anguilles tempêtes sont des monstres mythiques dont on dit qu'ils dominaient les cieux. En voyant une créature aussi puissante devant eux, les membres du groupe se demandent comment ils vont pouvoir l'affronter. Soudain, l'anguille plonge dans l'eau, se préparant à lancer une attaque surprise depuis les airs. Heureusement, Rin reçoit une alerte grâce à sa compétence de survie, ce qui permet aux utilisateurs de magie de dresser une barrière autour d'eux. Même s'ils sont en sécurité pour le moment, l'anguille retourne dans les profondeurs, les empêchant complètement de suivre ses mouvements. Finalement, Rin se souvient de quelque chose de sa vie précédente et demande à Ed de ralentir l'anguille avec sa magie de glace. Vil lui demande pourquoi, alors elle explique qu'au Japon, ils avaient l'habitude de mettre les anguilles sur de la glace pour les ralentir avant de les tuer. En entendant cela, Ed accepte d'utiliser sa magie de glace, mais seulement s'il parvient à obtenir une occasion de viser le monstre. Pour l'instant, il lui est impossible de toucher l'anguille à cause de sa vitesse. Arya se demande s'il existe un moyen de l'attirer, alors Rin commence à réfléchir. Elle a finalement l'idée d'aller chercher quelque chose dans son réfrigérateur. Peu après, elle se précipite vers le camping-car et en ressort avec des entrailles de monstres qu'elle comptait manger comme en cas. Avant de lancer l'appât, elle rappelle aux autres de se tenir prêts, puis elle le jette dans les airs. La forte odeur de la viande attire le poisson qui bondit hors de l'eau pour la manger. Cela offre à Ed une cible parfaite, alors il la congèle immédiatement avec son sort de glace. Maintenant que l'anguille est immobilisée, Vil se précipite vers elle et lui plante son arme dans la tête dès que le sort de glace se dissipe. Cependant, le puissant monstre refuse de mourir aussi facilement et entraîne Vil dans l'eau avec lui. Horrifié, Rin court vers l'étang pour le sauver, mais Arya lui rappelle que cela ne ferait que la mettre inutilement en danger. Elle la rassure ensuite en lui disant que Vil est largement assez fort pour s'occuper d'un poisson qui se débat. Peu après, l'anguille remonte morte à la surface et Vil ressort la tête de l'eau, sain et sauf. Après qu'Ed l'a tiré hors de l'eau, le cadavre de l'anguille disparaît. Pendant ce temps, Vil demande à Rin si elle va bien, ce qui l'énerve puisque c'est lui qui a agi de manière imprudente. Finalement, Rin abandonne et se met à rire, simplement soulagé que tout le monde soit en sécurité. Cependant, Goma est la plus en colère de tous, vexée que Rin l'ait laissé derrière elle pour courir après Vil. Elle punit Rin en lui donnant un coup de tête dans le ventre, ce qui lui coupe immédiatement toute envie de rire. Après cela, il récupère la viande de l'anguille, que Rin a très hâte d'utiliser dans un plat. De plus, puisqu'ils ont terminé l'épreuve, un portail menant vers une autre salle s'ouvre dans la pièce. Après que tout le monde a franchi le portail, Rin et Goma sont les dernières à entrer. Pour une raison inconnue, Goma fixe la pièce visible de l'autre côté, comme si quelque chose lui revenait en mémoire. Rin finit alors par traverser le portail avec elle, et elle débouche dans un stade vide. Rin est surprise par l'immensité de l'endroit, mais remarque rapidement
rapidement que le stade est complètement désert. Ni elle ni Arya ne détectent de pièges ou d'énigmes cachées, alors elles se demandent ce qu'elles sont censées faire. Soudain, Goma saute de l'épaule de Rin et commence à marcher seule vers le centre du stade. Puis, elle pousse un petit rugissement adorable qui, d'une manière ou d'une autre, fait surgir du sol le noyau du donjon. En voyant le noyau apparaître, Vil se demande pourquoi Goma a été capable de l'invoquer. Puis, contre toute attente, Goma se met à parler et cette fois, tout le monde peut entendre sa voix. Elle explique qu'avant que Rin ne la trouve, elle s'était perdue dans le donjon, mais qu'à l'origine, ce stade était sa maison. Maintenant, elle se souvient qu'elle est en réalité la gardienne de ce donjon, chargée de protéger son noyau. Après avoir dit cela, Goma reprend sa taille véritable et se transforme en boss final du donjon. En réalisant que ce précieux petit chat domestique est en réalité une ennemie extrêmement dangereuse, Rin se demande s'ils vont vraiment devoir se dire adieu de cette manière. Vil pointe son épée vers Goma, prête à combattre, mais elle semble confuse par son geste. En réponse, elle lève une patte, ce qui pousse le groupe à se préparer immédiatement à réagir. Cependant, Goma détruit en réalité elle-même le noyau du donjon. Elle explique que son ancien devoir était de le protéger, mais qu'elle a désormais une nouvelle vie en tant que familier de Rin. Après avoir détruit le noyau, elle dit à Rin qu'elle veut quitter le donjon avec elle. Alors que tout le monde est stupéfait, le donjon commence soudainement à s'effondrer. Sans son noyau, toute la dimension devient instable. Un portail apparaît alors devant eux, et Vil ordonne au groupe de s'y précipiter aussi vite que possible. Après avoir quitté le donjon, le groupe rentre chez lui. La première chose que fait Rin est d'aller faire enregistrer officiellement Goma comme son familier auprès de la guilde. Lorsqu'elle amène Goma pour recevoir un tampon, celle-ci se débat dans ses bras, persuadée qu'on va lui faire une piqûre. Même après que Rin lui explique qu'il ne s'agit que d'un tampon, Goma se met à hurler lorsque Sheila le lui applique. Ensuite, Rin rend visite à Toré pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Malgré sa grande expérience, le maître de guilde n'a jamais vu un aventurier apprivoiser aussi tranquillement un boss de donjon, comme s'il s'agissait d'un simple animal domestique. Il se demande comment il va pouvoir expliquer cela aux autres. Alors Rin demande à Goma pourquoi elle est devenue amie avec elle. Goma explique que Rin sentait bon à ses yeux, ce qui lui a permis de lui faire confiance facilement. En entendant cela, Rin se sent mal à l'aise et commence à se demander si elle n'a pas une odeur corporelle étrange. Cependant, Vil comprend ce que veut dire Goma. Il explique qu'en tant que personne venue d'un autre monde, l'âme de Rin possède une aura inhabituelle qui pourrait être attirante pour les monstres. Alors que Rin comprend enfin les intentions du chat, Goma lui explique qu'elle n'était normalement pas censée quitter le donjon. Durant toute sa vie, en tant que boss de donjon, sa mission était de protéger le noyau. Cependant, lorsque Rin lui a donné un nom, cela lui a accordé la liberté de faire ce qu'elle voulait. Après cela, Sheila prend le chat dans ses bras, tandis que Toré décide de signaler cette affaire aux guildes supérieures. Dans toute l'histoire des aventuriers, il n'a jamais entendu parler de quelqu'un ayant apprivoisé un boss aussi facilement, alors il estime que l'affaire mérite d'être examinée. Vil est également d'accord et explique qu'il souhaite se rendre dans la capitale afin de consulter quelqu'un au sujet des origines de Rin. Toré est surpris d'entendre cela et Rin se demande si Vil a un ami dans la capitale. Il lui explique qu'il s'agit de son frère aîné, puis il révèle brusquement que son frère est né d'une autre mère, ce qui pousse Rin à recracher son thé. Même si le frère aîné de Vil l'a toujours bien traité, ils appartiennent à une famille noble et les proches de Vil ont choisi ce dernier comme héritier de la famille. Rin se demande pourquoi ils n'ont pas choisi le frère aîné, alors Vil lui explique que celui-ci est un enfant illégitime, ce qui la choque encore davantage. À cause de cela, leur famille a toujours été remplie de conflits autour de la succession. Finalement, Vil en a eu assez de toute cette histoire et a quitté la capitale pour devenir aventurier. Depuis tout ce temps, il n'est jamais retourné voir son frère, même s'ils n'ont jamais été ennemis. Aujourd'hui encore, Vil se sent mal à l'aise à l'idée d'y retourner, mais il pense que son frère aîné pourrait être en mesure d'aider Rin. Avant leur départ pour la capitale royale, Vil dit à Rin qu'il va révéler au groupe ses origines en tant que sainte. Elle acquiesce, faisant suffisamment confiance aux membres du groupe pour leur confier ce secret. Plus tard, après avoir appris toute l'histoire de Rin, les membres du groupe se sentent mal pour elle, car elle a été arrachée à sa terre natale. Xénon se souvient de la légende de la sainte, selon laquelle une sainte apparaîtrait dans ce monde afin de purifier la peste démoniaque. En entendant cela, Ed se demande si les humains ont invoqué leur sainte afin d'éliminer tous les monstres étranges qui apparaissent, lesquels pourraient être la fameuse peste démoniaque mentionnée dans les légendes. Cependant, Rin pense que c'est l'inverse. Elle fait remarquer que ces monstres étranges et ces donjons n'ont commencé à apparaître qu'après son arrivée dans ce monde, ce qui signifie qu'il est possible que la sainte elle-même soit à l'origine de tout cela. En entendant cela, les autres membres du groupe sont eux aussi d'accord, puisque tous ces phénomènes étranges n'ont commencé qu'après son arrivée. Cette révélation plonge tout le monde dans une profonde réflexion, mais Goma interrompt leur conversation sérieuse pour demander à manger. À cet instant, tout le monde se détend un peu et Rin décide de se concentrer sur la préparation d'un délicieux déjeuner au lieu de s'inquiéter de son avenir. Après cela, elle montre également Campi
vie à Toré et Sheila avant de commencer à cuisiner. Peu après, elle leur présente un délicieux barbecue d'orque ainsi qu'un bol de riz à l'anguille tempête. Tout comme les membres du groupe, Toré et Sheila tombent immédiatement sous le charme de ces plats délicieux. Après le déjeuner, Rin recommence à s'inquiéter de ses origines. Les autres membres du groupe essaient de lui remonter le moral en lui disant que la capitale regorge de spécialités locales à goûter. Vil remarque lui aussi son expression inquiète et lui dit d'arrêter de trop réfléchir. Ed et Arya sont également d'accord, tandis que Xenon lui dit qu'elle devrait plutôt célébrer son tout premier donjon terminé avec succès. En entendant cela, Rin réalise qu'elle vient réellement de vivre une aventure réussie avec son groupe, alors elle retrouve le sourire et célèbre sa victoire. Le lendemain, Rin et Vil explorent le marché matinal pour jeter un œil aux différentes épices. Même si Rin s'intéresse à tous les ingrédients exotiques disponibles dans la ville, elle admet qu'elle voulait surtout profiter d'une agréable promenade dans le marché. Cependant, Vil lui rappelle qu'ils vont bientôt se rendre dans la capitale, alors il serait plus prudent de faire des réserves d'articles importants. En entendant cela, Rin explique qu'elle possède déjà tous les ingrédients dont elle a besoin, mais Vil l'arrête. Pour une raison quelconque, il insiste pour qu'elle passe davantage de temps à faire des achats. Alors que Rin essaie de repartir, Vil continue de parler sans arrêt de toutes les boutiques incroyables du marché, si bien qu'elle comprend qu'il cherche simplement à gagner du temps pour éviter d'aller à la capitale. Bien que Vil soit surpris par sa perspicacité, il refuse d'admettre qu'il a peur et invente des excuses stupides en prétendant qu'il faut être parfaitement préparé pour un long voyage. Rin remarque alors Rento non loin de là. Lorsque le jeune homme bête les aperçoit, il vient les saluer. Tandis que Rento remercie Rin pour les biscuits aux myrtilles de la dernière fois, Vil se demande s'il est en train de faire des courses pour l'orphelinat. Mais au lieu de s'occuper de corvée, Rento explique qu'il explore le marché à la recherche d'inspiration. Soudain, l'idée lui vient de demander de l'aide à Rin. Surprise, elle lui explique qu'elle est sur le point de partir pour un grand voyage. Mais Vil se comporte comme s'ils avaient tout leur temps, manifestement ravis de pouvoir repousser l'inévitable d'une journée supplémentaire. Après qu'ils ont accepté de l'aider, Rento explique que son orphelinat va bientôt organiser une fête de charité, durant laquelle ils vendront de la nourriture. Afin d'augmenter leurs revenus, il essaie de trouver une bonne recette, mais malheureusement, il n'a aucune idée de ce qui pourrait fonctionner. Jusqu'à présent, Rento n'a réussi à préparer qu'un dango avec des fruits mochi, mais malheureusement, il est beaucoup trop caoutchouteux. En plus, ce plat a un goût étrange et est difficile à avaler, ce qui en fait clairement un très mauvais choix pour la vente caritative. Comme ils mènent une vie simple, les enfants de l'orphelinat ne voient aucun problème à manger ce snack, mais Rento sait parfaitement que les autres personnes ne l'apprécieront pas du tout. C'est pour cette raison qu'il espère que Rin pourra l'aider grâce à ses incroyables talents culinaires. Bien que Rin accepte, même elle ressent la pression de devoir choisir un bon plat dans un délai aussi court. Peu après, ils arrivent à l'orphelinat où une jeune fille appelée Rion observe Rin et Vil avec méfiance. Elle accuse Rento d'avoir encore ramené des étrangers louches à l'orphelinat, ce qui le vexe. Il lui explique alors que ces deux-là sont les aventuriers qui les ont sauvés l'autre jour. Peu après que Rin se soit présenté, Rion s'excuse pour son jugement un peu trop sévère. Une fois les présentations terminées, Rin demande à Rion la permission d'utiliser la cuisine de l'orphelinat, mais Vil lui rappelle qu'il devrait d'abord demander l'autorisation du responsable. Cependant, Rento a déjà obtenu l'autorisation du responsable, alors ils peuvent utiliser la cuisine librement. Peu après, il apporte de la farine de mochi à Rin pour qu'elle puisse cuisiner. En voyant cela, Rion se demande pourquoi il a apporté ce vieux fruit sans intérêt, alors Rento lui explique que Rin va créer un plat extraordinaire avec leurs ingrédients emblématiques. Cela ne fait qu'énerver davantage Rion, car elle pense que l'orphelinat va faire faillite en payant les services de Rin. Rin intervient et explique qu'elle ne leur fera rien payer, ce qui choque encore plus Rion. Dans leur monde, la bonne cuisine est un luxe, alors aucun chef n'offre gratuitement ses recettes de grande qualité sans demander une somme énorme en échange. Pourtant, Rin refuse toujours de demander quoi que ce soit, si bien que Rion se dit qu'elle est vraiment trop gentille. Peu après, Rento prépare le dango devant Rin pour lui montrer comment il s'y prend. Après avoir roulé la pâte avec les ingrédients et l'avoir fait bouillir dans l'eau, il lui donne le snack terminé. Rin en prend une bouchée et remarque qu'il est très caoutchouteux avec un arrière-goût amer. Cependant, la farine de mochi lui apporte une saveur de noix qui, selon Rin, pourrait permettre d'améliorer le goût du plat. Elle commence donc par demander à Rento s'il existe d'autres façons de cuire le dango. Il lui explique qu'on peut le faire frire, mais que le père de l'orphelinat interdit aux enfants de manger des aliments mauvais pour la santé. En entendant cela, Rin comprend toutes les contraintes liées à l'orphelinat et à la vente caritative, et elle commence à réfléchir au plat parfait qui pourrait satisfaire tout le monde. Après un moment, elle se demande si des dangos au miel seraient meilleurs, mais elle abandonne rapidement l'idée en réalisant qu'ils perdraient leur saveur très vite. Finalement, Rin a une idée brillante. Plutôt que de créer quelque chose de complètement nouveau, elle décide simplement d'améliorer le dango de Rento avec la farine de mochi. Elle choisit alors de préparer des boules au fromage avec ces ingrédients. Ni Rion ni Rento
Rento ne savent ce que sont des boules au fromage, alors Rin tente de leur expliquer le plat. Malgré tout, ils ne comprennent absolument rien, alors Rin commence simplement à le préparer pour leur montrer. Avant de commencer, elle rappelle à Rento de bien faire attention. Tout d'abord, elle lui explique qu'il faut tamiser la poudre de mochi avant de la mélanger à sa pâte, afin d'éviter la formation de grumeaux. Ensuite, elle ajoute du fromage râpé, du sel et un peu d'huile. Enfin, elle verse progressivement du lait tout en mélangeant l'ensemble. Une fois la pâte prête, Rin la façonne en petites boules avant de les placer au four pour les faire cuire. Peu après, les boules au fromage sont prêtes et Rento est surpris de voir à quel point elles étaient faciles à préparer. Rin acquiesce et explique qu'elle a volontairement choisi une recette simple afin que les enfants de l'orphelinat puissent en préparer de grandes quantités pour leur festival. Puis tout le monde commence à saliver devant les boules au fromage, alors elle leur demande d'attendre qu'elles refroidissent. Malheureusement, aucun de ces petits affamés ne l'écoute et ils finissent tous par se brûler la langue. Malgré cela, ils félicitent tous Rin pour le goût incroyable du plat. Peu après, la délicieuse odeur des boules au fromage attire les autres orphelins jusqu'à la cuisine. Même s'ils sont tous un peu intimidés par Rin, la vue de cette nourriture appétissante les pousse malgré tout à se précipiter vers le comptoir. Pour éviter qu'ils ne dérangent Rin, Rento sort en courant avec les boules au fromage, tandis que les enfants le suivent derrière. Pendant que les enfants profitent de ce nouveau snack, le père de l'orphelinat, Raya, entre dans la cuisine. Il reconnaît Rin et Vil comme des membres de l'équipe Smorgasbord avant de les remercier d'avoir aidé le groupe de Rento face à l'ours de feu. Raya demande ensuite pourquoi Rin cuisine dans leur cuisine, et Rin comprend alors que Rento lui a menti lorsqu'il lui a affirmé avoir obtenu sa permission. Plus tard, Raya goûte lui-même une boule au fromage et la trouve délicieuse. En voyant sa réaction, Rento se dit que ce snack se vendra certainement très bien lors de l'événement caritatif. Cependant, le prêtre n'a jamais goûté quelque chose de semblable aux boules au fromage, alors il se demande s'il s'agit d'une recette précieuse. Rin le rassure en lui expliquant que ce n'est qu'un simple snack, mais Raya estime qu'elle a rendu un immense service à son orphelinat. Malgré cela, elle insiste sur le fait qu'elle ne mérite aucun mérite pour ce plat. Ensuite, elle explique à Raya qu'il peut préparer des versions sucrées et salées en ajoutant davantage de miel ou de noix au mélange. Malgré les réactions exagérées de tout le monde, Rin continue de révéler ses secrets de cuisine. Alors Rion lui rappelle qu'elle devrait être un peu plus prudente. Pendant ce temps, Raya demande à Rin s'il existe un moyen de la remercier. Elle lui demande un peu de farine de mochi, ce qu'il accepte volontiers. En plus de cela, Raya lui offre un talisman qu'il a obtenu dans son temple. Même si Rin essaie de refuser ce précieux cadeau, Raya insiste en soulignant qu'elle a rendu un immense service à ses enfants. Les autres enfants l'encouragent eux aussi à l'accepter, alors elle finit par céder. Plus tard, Vil lui explique que ce talisman magique est parfait pour renforcer sa défense, puisqu'elle ne peut pas utiliser d'autres équipements. Rin acquiesce, surprise de mériter un objet aussi précieux. Dans son esprit, elle n'est qu'une simple cuisinière et non une véritable combattante du groupe, alors elle ne pense pas être digne d'obtenir de bonnes récompenses. En entendant parler de son manque de confiance, Vil la rassure en lui disant qu'elle est un membre extrêmement important de l'équipe Smorgasbord. Après tout, sans elle, tout le groupe serait condamné à manger de la viande carbonisée. À la simple mention de la cuisine, Rin retrouve aussitôt un peu d'enthousiasme, prête à préparer un bon petit déjeuner pour les autres membres restés à la maison. Cependant, Vil lui explique que le groupe a déjà décidé de prendre le petit déjeuner chacun de son côté, alors ils n'ont pas besoin de rentrer. À la place, ils se retrouveront tous à un endroit précis après le petit déjeuner, avant de commencer ensemble leur voyage vers la capitale. Après lui avoir expliqué cela, il propose à Rin de lui faire découvrir quelques bons restaurants. Peu après, ils choisissent finalement le restaurant préféré de Vil. Là-bas, Rin culpabilise d'avoir commandé trop de nourriture, mais Vil la rassure en lui disant que cela représente encore à peine la moitié de ce que les membres de son groupe mangent habituellement. Rin est surprise, tandis que Vil se demande pourquoi la ville est aussi paisible alors qu'ils sont actuellement confrontés à la crise de la Sainte. Peu après, la serveuse leur apporte leur plat. Même Goma reçoit une portion généreuse, alors Vil décide qu'il est temps de manger plutôt que de discuter de sujets aussi sérieux. Excitée, Rin goûte toutes les spécialités locales et les apprécie toutes. Après avoir terminé son repas, elle demande à la serveuse si elle peut lui acheter un peu de leur viande car elle aimerait la cuisiner pour son groupe. En voyant sa passion pour la nourriture, la serveuse accepte immédiatement et va prévenir le propriétaire du restaurant. Au début, le patron s'énerve en la voyant bavarder au lieu de travailler, mais lorsqu'il entend la demande de Rin, il sourit et lui propose de nombreuses options parmi lesquelles choisir. Après avoir acheté une grosse quantité de poissons, tous les deux commencent à se diriger vers le lieu de rendez-vous. En chemin, Vil demande à Rin de préparer du poisson frit avec de la sauce tartare car il trouvait que les plats du restaurant manquaient d'une petite touche acidulée. Elle sourit et commence à se moquer gentiment de ses goûts lorsque Ed et Arya finissent par les rejoindre. Rin se demande où ils étaient passés, alors Ed lui explique qu'ils cherchaient simplement un bon endroit où manger. Cependant, même après avoir parcouru toute la ville, ils n'ont réussi à choisir aucun restaurant. Finalement, ils ont tous les deux réalisé qu'ils s'étaient habitués au délicieux déjeuner préparé par Rin
Rin dans Campi. Vil admet également qu'il s'est habitué à manger confortablement installé dans un siège luxueux, alors maintenant, cela lui paraît étrange chaque fois qu'ils doivent manger assis par terre. Tandis que tout le monde taquine Rin en lui disant qu'elle les a beaucoup trop gâtés, elle remarque la jolie barrette dans les cheveux d'Arya. En entendant cela, Ed saisit immédiatement l'occasion de montrer fièrement le cadeau qu'il a acheté à sa chère épouse. Puis, il reprend un air sérieux et explique que le vendeur d'accessoires lui a raconté qu'il n'avait jamais croisé de monstres dans la région avant récemment. Cela confirme donc que les apparitions soudaines et aléatoires de monstres ont commencé après l'invocation de Rin durant le rituel de la Sainte. Pour le moment, Vil demande à tout le monde d'arrêter de s'inquiéter à ce sujet, puisqu'ils sont justement censés enquêter sur cette affaire dans la capitale royale. Ed et Arya acceptent, tandis que Xenon arrive lui aussi au point de rendez-vous avec son petit déjeuner dans les mains. Vil se demande s'il n'en a pas pris un peu trop, mais Xenon lui assure qu'il mangera absolument tout. En entendant cela, Rin est surprise, et Arya lui rappelle qu'il ne s'appelle pas Smorgasbord pour rien. Une fois tout le monde prêt, le groupe se met enfin en route. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Toré leur demande une faveur, ce qui agace immédiatement tout le monde. Vil se demande s'il veut qu'il passe par une guilde en chemin, et Toré acquiesce. Il demande ensuite au groupe de s'asseoir avec lui pour discuter des détails. Malheureusement, cela les énerve encore davantage, alors Toré finit par les laisser manger pendant qu'ils discutent. Il leur explique qu'il a quelques documents à remettre à la guilde des aventuriers d'une ville appelée Merlova. Vil remarque que son groupe peut facilement accomplir cette mission grâce au Vanderan, mais cela l'agace de voir Toré l'utiliser comme une simple livreuse. Face à sa plainte, Toré le rassure en lui disant qu'il les paiera pour ce travail. Rin fait également remarquer que Merlova se trouve justement sur leur chemin vers la capitale, alors cela ne leur coûterait rien d'y faire une halte. Cependant, lorsqu'elle précise que cet arrêt retardera leur arrivée de quelques jours, Vil accepte immédiatement la demande de Toré, ravi de pouvoir gagner encore un peu plus de temps. Après avoir accepté, Toré commence à négocier la rémunération avec Vil, tandis que les autres membres du groupe font goûter leur petit déjeuner à Rin. En échange, il goûte ses boules au fromage. Comme tous les autres plats préparés par Rin, les boules au fromage rencontrent elles aussi un énorme succès. En réalité, Arya les aime tellement qu'elle refuse désormais de lâcher Rin pour l'éternité. Plus tard, Rin demande à quoi ressemble Merlova et apprend qu'il s'agit d'une ville volcanique remplie de sources chaudes et de forgerons. Une fois tous les détails réglés, le groupe repart à bord de Campi et Rin se réjouit déjà à l'idée de découvrir toutes les spécialités locales de cet endroit exotique. C'était la fin du 7e épisode. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 8